Ordinateur. Normalement, c'est parti. Yes. Comme ça vous permettrait d'avoir un support audiovisuel pour reprendre à la suite de cette formation tous les éléments qu'on va se dire. Ce que je disais aux personnes qui étaient là avant vous, euh, les petits Lyonnais, c'est que c'est dur d'apprendre ce logiciel en seulement 3 séances d'1 heure et demie. Photoshop, c'est quand même un outil qui est vachement complexe, hyper complet. Donc, je vous filerai la vidéo tout à l'heure pour que vous puissiez avoir un fameux support de travail. Du coup, j'ai mes petites notes. Alors, si jamais je lis parfois et que je ne vous le garde pas, c'est pas que je suis mal poli, c'est juste que j'ai structuré un peu tout ça. Alors, pour me présenter dans un premier temps, moi, je m'appelle Benjamin, pardon, j'ai l'habitude de dire Ben, donc du coup, ça fait bizarre de dire Benjamin. Je suis originaire d'Alsace et maintenant, je vis à Bordeaux depuis 3 ans. Je travaille pour une agence de communication qui s'appelle Progressif Media. Je ne sais pas si vous connaissez, historiquement, on était une agence de com chrétienne, à l'origine évangélique, plutôt évangélique protestante. Puis on a switché, on a ouvert un petit peu comment dire, les champs d'action au milieu catho. Et maintenant, on se généralise un peu plus. On reste une agence qui porte des valeurs fortes, des valeurs chrétiennes, mais on n'est pas uniquement fermé au monde chrétien pour diverses raisons, déjà financières. Au bout d'un moment, on a commencé à grossir la boîte, là on est presque 30. Le monde chrétien ne suffisait pas à nourrir tout le monde. On s'ennuyait un petit peu aussi, je vous l'avoue. Les sites de paroisse, les sites d'église, on a vite fait le tour et du coup on avait envie de faire d'autres choses. Donc on a commencé à ouvrir comment dire, le carnet d'adresses pour toucher des projets qui portent toujours des valeurs, souvent c'est souvent de l'humanitaire ou de l'action sociale. Mais voilà. Donc du coup, je suis à Bordeaux, pardon, depuis 3 ans. J'interviens à l'école Pierre. Là, je suis sur ma 2e année que je suis à l'école Pierre. Et puis, écoutez, ça se passe plutôt bien, j'ai l'impression, parce que les élèves reviennent au cours suivant, donc je suis assez content. Le cours va se structurer en 3 sessions du coup d'1 heure et demie. La première session, celle qu'on fait aujourd'hui, elle va être plutôt théorique. Je ne suis pas sûr qu'on va ouvrir Photoshop aujourd'hui parce que là, l'idée, c'est de poser pas mal de bases en amont de passer sur Photoshop. Je pense qu'il y a pas mal de choses à voir qui permettent d'établir les fondations. La seconde session, ce sera purement technique. Donc, je vais essayer de condenser un maximum d'infos sur 1 heure et demie pour qu'en 1 heure et demie, on puisse voir un maximum d'outils. En tout cas, les outils que moi, j'utilise au quotidien qui vous seront certainement le plus pertinents pour très rapidement pouvoir enchaîner sur de la création. Et ensuite, la dernière session, ce sera une session de mise en pratique où on mixera, si vous avez vu la vidéo, on mixera ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire l'inspiration et toute la culture graphique à la technique qu'on verra la prochaine session. Alors, j'ai rapidement faire le tour des personnes qui sont ici. J'aimerais juste globalement qui a déjà utilisé Photoshop, si vous pouvez lever la main. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. OK. Qui a déjà entendu parler lointainement de Photoshop? J'espère que, OK. Un peu plus nombreux. Et qui n'a jamais du tout de sa vie ouvert le logiciel, ne sait pas à quoi ça ressemble et est très excité à l'idée de l'ouvrir? Ok, là je devrais avoir toutes les mains. Cool. Donc comme je disais, là l'étape numéro 1 qui pour moi est l'étape cruciale, c'est le développement de la culture créative, de la culture graphique, de se créer une énorme bibliothèque d'inspiration, de mettre à jour parfois les idées qui peuvent très facilement s'endormir et rester posées sur des acquis, sur des goûts, sur des choses qu'on a l'habitude de voir parce qu'on ne sait pas forcément à quel point s'inspirer c'est important. Donc, l'inspiration pour moi c'est la clé numéro 1 pour différentes raisons. La première raison c'est que ça va vous permettre d'avoir des idées. Comme je le disais, ça va vous permettre de voir plein de choses totalement différentes. Il faut vraiment être dans une dynamique d'ouverture d'esprit, de regarder plein de choses, de ne pas juste se dire bon, moi je sais faire ça, ou alors j'aime bien ça, donc je vais rester là-dedans. L'objectif, c'est vraiment d'avoir les idées. Donc ça, c'est l'une des premières clés qui, pour moi, justifie l'inspiration.
Ça permet de comprendre les codes aussi. Les codes, je parle bien évidemment de mode. Le graphisme, ça reste un petit peu un art, ou en tout cas on se base sur des modes périodiques du coup, qui vont être dictés souvent par des grosses marques, par des influenceurs, par des groupes de musique, par tous ces mouvements en fait, parfois même sociaux, qui dictent un peu les règles. Donc c'est bien de toujours s'inspirer pour renouveler, du coup ce que je disais tout à l'heure, renouveler tout ça. L'inspiration, ça permet de savoir ce qui va fonctionner et ce qui ne va pas fonctionner. Je m'explique, si dans votre veille inspirationnelle, ou je ne sais pas c'est quoi le terme, vous voyez des typographies, si jamais il y a des mots que je dis que vous ne comprenez pas, moi j'ai mon jargon, alors n'hésitez pas vraiment à m'arrêter. Pour moi, des fois, ça semble évident, mais ça ne l'est pas forcément. Du coup, savoir ce qui marche ou ce qui ne marche pas, alors du coup, ça veut dire quelles sont les couleurs qui vont fonctionner ensemble, quelles sont les polices d'écriture qui vont fonctionner ensemble, c'est quoi une bonne image, c'est quoi un bon angle de vue. Voilà, toutes ces choses-là vont être aussi des choses qui vont s'aiguiser avec le temps, avec le travail de l'inspiration. Il faut vraiment voir ce travail d'inspiration comme un muscle. Je ne sais pas s'il y a des sportifs par ici, mais un muscle, c'est quelque chose qui se travaille. Et ben en fait, la culture graphique, la culture créative, pour les musiciens, je vais parler peut-être d'oreille, de savoir accorder sa guitare à l'oreille. C'est des choses qui se développent avec le temps, c'est pas forcément inné. Et en fait, tout ça, ça se développe par ce travail de veille graphique. L'inspiration, ça permet aussi d'identifier son univers créatif. Quand je parle d'univers créatif, je vais vraiment parler des choses qui vous plaisent et des choses dans lesquelles vous vous sentez à l'aise. Alors, c'est évident que c'est toujours important en tant que graphiste d'avoir l'esprit vachement ouvert, d'être capable de faire plein de choses. Mais si vous êtes un peu comme moi et que vous aimez faire des choses aussi pour vous, c'est bien de pouvoir identifier aussi ce qui vous plaît, ce que vous voulez travailler. Parce qu'en fait, identifier votre univers créatif, ça va vous permettre de devenir bon dans un domaine. Quand on est graphiste, en fait, le graphisme, c'est quelque chose qui touche à énormément de domaines. Ça peut être de la typographie, ça peut être de la photo, de la retouche d'image, ça peut être vraiment plein de choses. Et malheureusement, on ne peut pas être bon partout. Donc, il y a le graphiste un peu général qui va être capable de faire plein de choses. C'est souvent le cas pour les graphistes d'agence. Ils n'ont pas le choix que de savoir faire énormément de choses. Et il y a aussi après des graphistes qui sont spécialisés dans des domaines bien précis. Par exemple, des typographes qui, eux, vont faire que de la police d'écriture, de la typographie, qui vont limite faire que ça. Ils seront pas forcément développés dans d'autres domaines. Ils seront vraiment spécialisés euh, dans un univers précis. Et voilà, ça a ses avantages comme ses inconvénients. Souvent, ces personnes-là sont des freelances ou des artistes indépendants qui vont être missionnés sur des projets très ponctuels. Alors, les meilleurs freelances sont missionnés par des grosses boîtes du type Nike, du type McDo. Et les moins bons galèrent un peu plus à avoir du travail. C'est dommage. En tout cas, voilà, identifier son univers, hyper important. L'inspiration permet d'apprendre de nouvelles techniques parce que ça met la pression et c'est aussi l'un des avantages de l'inspiration, c'est qu'on va se mettre la pression quand on va se balader sur les différents sites qu'on verra tout à l'heure pour s'inspirer. Qu'on va voir des petits jeunes, ça fait 1 an qu'ils font du graphisme et qui nous mettent à l'amende, alors que nous, ça fait 10 ans qu'on galère à essayer de faire des trucs. Ça met la pression et du coup, ça nous force à sortir un petit peu de nos habitudes, de notre zone de confort. Donc voilà, hyper important d'apprendre du coup des nouvelles techniques pour renouveler un petit peu les, les bases. L'avantage avec Photoshop, c'est que quand on commence à maîtriser les outils, on comprend très rapidement comment arriver à un résultat, même si on ne sait pas forcément comment le faire à vue d'œil. Photoshop, en fait, c'est un logiciel qui est hyper simple. On dirait pas, mais c'est hyper simple. C'est toujours la même manière de faire. Et du coup, c'est juste qu'il y a pas qu'une seule manière pour faire une chose. Donc en fait, un outil va servir à faire plein de choses. Et du coup, pourquoi je veux dire ça, c'est que quand vous allez faire votre veille inspi, vous allez voir des techniques et les outils que vous allez mettre en place pour réaliser ces techniques sont parfois les mêmes que pour d'autres choses. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est peut-être un peu flou tant qu'on n'est pas sur le logiciel, mais vous voyez l'idée.
Bah voilà, je parlais d'une autre clé de l'inspiration, c'est le progrès, c'est renouveler ses idées. Ça permet aussi d'éviter la feuille blanche. Je ne sais pas pour ceux qui ont déjà fait un petit peu de créa ou ceux qui font de la musique. Souvent, on a un brief ou alors on a une compo et on se retrouve devant son instru, devant son logiciel et on ne sait pas quoi faire, on n'a pas d'idée. Et ben en fait, faire ce travail d'inspiration, on va établir ce qu'on appelle des mood boards. C'est des planches d'inspiration par thématique. Alors, je vais rappeler parce que j'ai vu que Catherine n'avait pas l'air de comprendre. Mood board. Comme j'ai coupé mon micro, le temps que j'y arrive. J'ai lu sous les lèvres. Du coup, les mood boards, c'est des planches visuelles qu'on va mettre en place pour, euh, pour répondre en fait à une problématique. Je ne sais pas si demain vous travaillez sur une boîte bah, ça va être un exercice qu'on va faire tout à l'heure, sur une boîte pour du sport. Et ben en fait, votre mood board, il va cibler plein d'images, plein de logos, des concurrents, des grosses marques, d'images de leur publicité, de leur création. Et en fait, on va tout mettre ça en comparaison. Et l'objectif de ça, c'est d'identifier les polices d'écriture, les couleurs, les formes, les types, les images qui vont être utilisées. Donc voilà, je dis ça parce que du coup, je voulais dire, voilà, ça permet d'éviter la feuille blanche. Donc la feuille blanche, c'est ce moment où on se retrouve devant son outil et qu'on se dit, punaise, je ne sais pas quoi faire. Donc l'inspiration permet de rapidement enchaîner, même si parfois au départ, c'est que des croquis, ça permet d'éviter de bloquer. Alors, une autre clé de l'inspiration, c'est rester cohérent avec la mode créative. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est pas forcément. Si je reste dans l'univers du sport, ce serait dommage de faire une marque, par exemple, avec des couleurs pastel, alors qu'en fait, aujourd'hui, dans le milieu du sport, on est très noir et blanc, couleurs assez vives, assez intenses. Donc voilà, essayez de faire des choses qui soient cohérentes avec l'univers dans lequel vous vous trouvez. Ça, c'est une des clés, enfin, en tout cas, un des bénéfices de l'inspiration. Et la dernière chose que je me suis noté, mais je l'ai mis tout à l'heure, c'était ça met la pression parce que les petits jeunes, ils sont forts. Alors, maintenant, une fois qu'on a fait cette veille d'inspiration, qu'on a toutes nos idées, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Comment est-ce qu'on progresse? L'une des premières choses à savoir, c'est qu'il n'y a pas de progression sans recopie, sans recopiage, je ne sais pas c'est quoi le terme, mais sans copier les autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, réinventer la roue, c'est très compliqué. Beaucoup de choses ont déjà été faites, beaucoup de choses ont déjà été vues. Il y a beaucoup de enfin, c'est pas inné d'être ultra créatif. Et en fait, développer cette culture, ça passe forcément par copier les idées des autres. Alors, c'est pas juste copier bêtement, mettre ça sur Instagram et dire regardez comme je suis trop fort. Faut respecter quand même les artistes qu'on a en face. Il faut recopier avec conscience, avec intelligence, essayer de comprendre, ok, l'artiste a fait tel trait, a fait telle retouche, il y a tel filtre qui est accentué de telle manière. Pourquoi, comment, c'est quoi l'intelligence derrière, c'est quoi la logique. Donc là, c'est une des choses qui pour moi est essentielle, c'est ne pas hésiter à recopier ce que vous allez voir. Par exemple, moi, je suis un gros fan de typographie. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de faire une école de typographie, mais pour moi, la progression que je pouvais avoir, c'était bah, l'autodidactisme. Je ne sais pas comment on dit. Je vais souvent dire que je ne sais pas comment on dit parce que je ne sais pas très bien parler. Du coup, je suis un peu autodidacte sur pas mal de sujets. Et en fait, cette progression passe par la copie des leaders, on va dire des leaders et des influenceurs dans leur domaine. Donc, du coup, c'est simple. Je prends mes inspi, je me mets devant une feuille blanche et j'essaie de reproduire les courbes. Si on parle de typographie, les courbes, parfois les textures, parfois les couleurs aussi, voir comment ça fonctionne et ensuite en tirer des conclusions. Et à force de recopier, de recopier, de recopier, bah, petit à petit, j'entraîne mon muscle, j'entraîne mon œil qui va s'aiguiser, mes mouvements qui vont être beaucoup plus fluides avec le temps. Et après, petit à petit, bah, j'aurai peut-être plus besoin de recopier. Demain, je vais vouloir écrire le mot maman, et ben demain, après-demain, je serai capable d'écrire le mot maison tout seul, dans le même style, par exemple. Donc voilà, copier, c'est hyper important. Si je parle de photographie, s'il y a des photographes parmi nous, recopier, ça va être aller dans la rue, prendre son appareil et puis essayer de reproduire des scènes, des angles de vue qu'on aurait déjà vus. Souvent, ça va être de la réflexion. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais les réflexions dans les flaques d'eau.
Voilà, il y a plein de gens qui le font. Bah, en fait, voilà, ils s'amusent, ils recopient ce qu'ils ont déjà vu sur Internet et en même temps, ils travaillent ce genre de choses. Donc du coup, recopier pour moi, c'est hyper important et ça va être une grosse phase. Ça va être la phase d'ailleurs, je pense, 3 de notre cours. Sur la troisième session, on va s'entraîner à recopier des choses aussi. Alors ensuite, quand vous allez du coup prendre vos inspirations, vos différentes inspirations, il faut bien découper la lecture de votre image. Quand je parle de découper la lecture, c'est en fait littéralement, vous allez dire ce que vous voyez. Sur le plan numéro 1, sur le plan numéro 2, en arrière-plan, c'est quoi les polices d'écriture, c'est quoi les couleurs. Vous détaillez tout ce que vous avez devant vous et vous essayez de leur donner un niveau de visualisation. Il faut essayer de penser en 3D ou alors, comme un architecte, vous vous dites, OK, niveau 1, les fondations. OK, mon image, c'est quoi les fondations? Ça va souvent être le fond, l'image qui est en fond. Ça peut être une image, une couleur, une texture. Ensuite, le niveau 2, OK, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est les retouches? Est-ce que c'est une typographie? Voilà. En tout cas, vous avez compris l'idée. L'idée, c'est vraiment de découper l'image qu'on voit en différents plans. Pourquoi en plan? Parce qu'en fait, Photoshop, c'est un logiciel qui fonctionne avec des calques. Et en gros, les calques, c'est des couches d'éléments. Alors, je vais essayer de prendre ce que j'ai autour de moi. On va avoir le plan de fond. Dessus, on va avoir le plan numéro 2. Et enfin, on va avoir le plan numéro 3. Et en fait, visuellement, ça va vous faire ces choses-là. Et en gros, c'est ces 3 couches qui font ce que vous allez voir. Et du coup, bah, c'est bien de savoir, quand vous allez construire votre visuel, c'est bien de savoir bah, qu'est-ce qui est au premier plan et qu'est-ce qui est au second plan. Parce que sinon, bah, vous allez, dans votre gestion des calques, vous allez mettre des choses derrière un élément, il ne sera pas visible. Vous allez dire, tiens, c'est bizarre, je ne le vois pas. Ça va vous énerver. Et en fait, c'est juste que dans vos calques, il est derrière un plan. Si j'ai un plan d'arrière-fond qui est à mon premier plan, donc j'ai un calque d'arrière-plan de fond, un calque noir qui est devant mon calque iPhone. Donc du coup, là, en théorie, je devrais être comme ça. Donc là, attendez, hop, en théorie, je devrais être comme ça. S'il est comme ça, vous ne le verrez pas. Mais ça veut dire qu'en fait, dans ma structure de logiciel, je l'ai mis derrière. Donc ça, c'est bien de le savoir parce que c'est souvent, ça pose souvent problème. Vous me dites hein, si je crie parce que j'ai le réducteur de son et du coup, je parle fort. Je m'entends moi-même. Du coup, ça pose souvent problème à mes étudiants. Ils sont là à se dire, punaise, ça marche pas, je vois pas ma typo, je comprends pas, nanana, les filtres, c'est pas pris en compte. En fait, c'est juste que ça me fait rire parce que je vois les écoliers de Lyon, les écoliers qui rigolent. Et du coup, ils sont un peu perdus parce qu'ils se disent, punaise, ça marche pas, ils s'énervent, ils perdent patience et on peut vite se décourager. Alors, sur des projets Photoshop qui assez rapides, type citation via image de fond, calque de filtre et typo, vous allez avoir 3 calques, donc c'est facile. Mais sur des gros photomontages à plus de 200-300 calques, ça peut vite être le bazar si vous vous perdez. Yes! Alors, je me perds dans mes notes. Tac, tac, tac. Donc voilà, les plans. Hop, voilà. Autre importance dans votre recherche d'inspiration, c'est définir le support, l'objectif de où va être partagée votre création. Si vous faites un magazine, vous n'allez pas orienter votre recherche d'inspiration de la même manière que si vous faites un visuel pour un site internet, par exemple. Pour plein de raisons différentes, les supports ne sont pas les mêmes, les possibilités ne sont pas les mêmes. Pardon, il y a plein de choses qu'on peut faire en digital, par exemple, qu'on ne peut pas faire en print et inversement. Donc, c'est hyper important de savoir ça en amont parce qu'il y a des codes différents, forcément, des codes de format, des codes de mise en page. Donc, plein de petites nuances qu'on essaiera d'établir tout à l'heure quand on fera notre travail d'inspiration. Donc, la définition du support, hyper important. Essayer de comprendre les techniques utilisées, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comment expliquer ça? Les techniques utilisées, c'est est-ce qu'on est sur de la photo? Est-ce qu'on est sur de l'illustration? Ok. Quel type d'illustration? Est-ce que c'est de l'illustration vectorielle? Pour ceux qui connaissent le terme ou qui ne connaissent pas, les vectoriels, c'est des calculs mathématiques qui permettent d'avoir des formes. Donc en général, les logos sont en vectoriel. L'illustration, quand on prend un stylo, qu'on dessine et qu'on met ça sur l'ordi, qu'on le digitalise, là, c'est du pixel. Donc bien important de savoir, en fonction de l'objectif que vous allez avoir, quelles sont les techniques qu'il va falloir déployer. Identifier ce qui ne fonctionne pas, je l'ai dit tout à l'heure.
Tac, tac, tac. Voilà. Là, c'est la première chose, c'est un peu la nuée autour de l'inspiration. Est-ce que vous avez déjà des questions à partir de là? Il y a plein de choses qui ont été dites. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Oui, moi, j'ai une question, excusez-moi. Vas-y, Marie-Pascale. Par rapport, je vous ai mis la question dans le conversé. C'est Ah, par j'ai rapport à ce même que pas vous écrit. avez dit sur, moi j'appelle ça page d'ambiance. Vous voyez, quand vous avez dit pour trouver les images, c'est page d'ambiance ou c'est ça? C'est autre chose? Par J'en ai rapport aucune idée. J'en ai aucune idée parce que le terme me parle pas. à- J'imagine que oui. Si je devais dans ma tête illustrer une page d'ambiance, ce serait une page avec plein d'images pour donner une ambiance. C'est ça que tu veux dire? c'est ça, oui. Ouais, c'est ça, d'accord. Alors le terme, je vais te l'écrire et je vais vous l'écrire à tous si vous voulez. Hop, mood board. Normalement, c'est bien écrit. Bah, en fait, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire ambiance, board. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire ça. Du coup, mood board, c'est page d'ambiance. Ouais, c'est ça. Style Pinterest. Alors désolé, je découvre les messages parce que je n'avais pas activé la conversation. Clément, qu'est-ce que tu voulais dire par Pinterest? Quand tu dis qu'il faut faire des moodboards, mais genre c'est comme quand on va sur Pinterest, on crée des tableaux C'est pour ça, s'inspirer, c'est ça? c'est ça, ouais. Bah souvent, alors là on viendra là-dessus tout à l'heure, mais en effet, Pinterest, c'est pour moi l'outil que je vous recommanderais pour faire vos mood boards. Après, il y a plein de manières de faire, ça va vraiment dépendre du type de cerveau que vous avez. Si vous êtes capable de rester sur un ordi et de scroller pour voir les choses, ou si vous préférez imprimer, mettre sur un panneau et l'avoir en face de vous. Ça dépend des personnes. Mais ouais, Pinterest, c'est un outil que j'utilise au quotidien, moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yes, ok, Ouais, j'enchaîne. Ah, pardon, Pauline, vas-y. excuse-moi Ben. Tu vas revenir sur l'illustration vectorielle? Euh, J'essaie d'avoir bien compris. alors c'est pas forcément l'objet parce qu'on est sur Photoshop et Photoshop, c'est pas Ok, fait pour du vecteur. Mais si ça t'intéresse, si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer quelques infos là-dessus. On pourrait en faire un petit peu sur Photoshop, mais c'est vraiment pas l'outil adapté. ok. En gros, les vecteurs, c'est des points qui sont placés géométriquement sur une page, sur un espace de travail. C'est souvent sur Illustrator. On peut en faire sur Photoshop et sur InDesign, par exemple, mais ce n'est pas vraiment fait pour. Bref, en tout cas, c'est des points mathématiques qui permettent d'élargir à l'infini, parce qu'en fait, c'est mathématique. Il n'y a pas de création de pixels, d'augmenter ou de diminuer une forme. Et en fait, les logos, ils sont faits en vecteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut être capable de les imprimer, de les décliner sur plein de supports différents. Alors, il y a des avantages et des inconvénients au vecteur comme au pixel. Donc, vecteur Illustrator, pixel Photoshop. Euh, tout ce qui va être travail de texture, retouche photo, tout ça, sur Pixel, c'est mort. Sur Vecteur, c'est mort. Vraiment, le vecteur, c'est que ce qui va être logo, iconographie, bouton de site internet, ce genre de choses, des choses très digitales, on va dire. Et dès que vous allez vouloir apporter un peu d'humain, de la texture, du relief, du grain, c'est pas top en vectoriel. Si ça vous intéresse, je vous enverrai quelques trucs sur le vecto. J'ai pas mal de tips là-dessus. Ok, L'avantage sur Photoshop, c'est qu'une fois que vous allez maîtriser Photoshop, les deux autres logiciels, à savoir Illustrator et InDesign, qui sont dans la suite un peu PAO, coulent de source quasiment. C'est pas pour les mêmes besoins, mais c'est construit de la même manière. On retrouve quand même pas mal d'outils similaires et c'est simple de prendre en main les autres logiciels quand on maîtrise bien Photoshop. Alors, si je vous demande, c'est quoi le graphisme? Qu'est-ce que vous me répondez? Ouais, pas mal. Ok. Si je vous demande, c'est quoi les bases d'une créa simple qui fonctionne pour vous à titre personnel? Forme, Qu'est-ce qu'une belle couleur, créa? forme, Forme, couleur, tu parlais de ouais. typo, On peut parler de typo. Pardon, j'ai pas compris. épaisseur de l'image. Épaisseur. Qu'est-ce que tu entends par épaisseur? Eh Moi, j'ai ben, un ordi 33 pouces, 1 mm d'épaisseur. tu vois, premier plan, deuxième plan, troisième plan. Ok, Hein, tu d'accord. regardez mon fond. Yes. Ok, là, on est très technique, plus simple. Je vais essayer. En fait, souvent, quand on crée,
on veut aller trop loin et on veut faire trop compliqué. Et c'est là où on va se perdre et où en fait finalement les choses vont pas être élégantes. Ce qui est important, c'est suite du coup à la veille d'inspiration qu'on a faite en amont, c'est d'être capable d'être cohérent dans un univers. Pour moi, une bonne créa, c'est un message clair, c'est une belle photo, une belle typo et une mise en page simple. Pour moi, c'est ça une belle créa quand on débute. Yes, Catherine, ton micro il est coupé, mais je pense que tu On acquiesces. dit belle photo, belle typo. Belle photo, belle police d'écriture ou typographie, une mise en page simple et un message clair. Donc voilà. À mon sens, quand on débute, il ne faut pas trop d'éléments pour faire des choses simples. Et la plupart des choses qu'on voit finalement autour de nous, je vais essayer de trouver, je ne sais pas, un bouquin que j'ai ou j'en sais rien. C'est souvent des choses très simples. Voilà, bon là j'ai une Bible qui a été faite par Hillsong. Voilà. Finalement, c'est tout simple. Il y a une image de fond, il y a un cercle et une typo dedans. Ça n'a pas l'air très compliqué, pourtant ça fait le job et c'est super beau. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Le derrière, c'est un fond blanc, le texte, le logo et puis les informations légales, mais ça c'est pas important. Donc voilà, des choses simples, c'est souvent ce qu'on a peur de faire au départ parce qu'on croit que le compliqué justifie le niveau, mais en fait, c'est plus compliqué de faire du simple et de l'élégant. Tac, tac, là, si je prends une autre créa de cette Bible, bam, 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 bon. Là, ils ne sont pas embêtés, fond blanc, typo, ça fait le job, ça marche toujours, mais bon. Donc, pour dire qu'en fait, les choses simples font vraiment le taf. Donc, une belle photo, une belle typo, un petit filtre si vous êtes chaud, mais il ne faut pas forcément vouloir faire des choses très compliquées, comme je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai là comme truc sous la main. Souvent, ça va être des choses style jeux vidéo ou alors affiches de festival. On va avoir des trucs hyper compliqués. Bon, là, j'ai des trucs de jeux vidéo, mais ce n'est pas forcément très parlant. Donc voilà, ce que je disais, c'est en tout cas, pour faire un bon graphisme au départ, une belle photo, une belle image et une belle typo, ça fait largement le job. Je ne sais pas vous, c'est quoi vos objectifs de création, mais si vous voulez faire, je ne sais pas, une cover d'album, par exemple, peut-être que dans un premier temps, dans votre processus de progression et dans votre process créatif, commencez par faire des choses simples. Vous avez un pote photographe, il vous fait une chouette photo de votre band en concert, vous le mettez en fond, vous mettez un beau filtre noir et blanc ou ce que vous voulez, vous mettez juste une belle typo, mais assez simple. Souvent, alors les typos, on viendra tout à l'heure dessus. Bref, une belle typo, ça fonctionnera 10 fois plus que quelque chose de trop sophistiqué qui ne marche pas. Si vous regardez un petit peu les aspirations aujourd'hui, qu'on voit partout autour de nous, toutes les modes un peu, tous les leaders créatifs, j'en ai pas sous la main, mais si je prends Nike, si je prends Adidas, si je prends Lacoste, finalement c'est souvent très, très simple en termes d'univers graphique. La réflexion, l'intelligence derrière, les concepts visuels, eux, sont poussés. Ça, c'est encore un autre domaine, l'intelligence derrière, mais la réalisation, finalement, c'est souvent très simple. D'ailleurs, c'est souvent les stagiaires qui font les créas. Du coup, quand on progresse sur des choses simples, après, on peut commencer petit à petit à amener des choses plus compliquées. Je parlais avant de lien sens-image, donc réussir à créer des concepts visuels. Souvent, ça, c'est le job de mecs qui font de la pub ou de directeurs de création, limite de directeurs artistiques. Donc, réussir à créer des concepts. J'essaie d'en trouver un qui parle un peu à tout le monde. Est-ce que ça vous parle, l'église de la Chapelle? Ok, il y a quelques années, ils ont fait une campagne pour Pâques et ils ont dit Pâques, c'est plus que du chocolat. Et ils ont mis tous les éléments Jésus machin en œuf de Pâques. Je ne sais pas si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, vous irez regarder. Je vais vous mettre ça. Hop, Pâques, c'est plus que du chocolat. Chocolat, la Chapelle. Hop. Ça, si vous allez regarder tout à l'heure, ça c'est de la DA. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion derrière. Ensuite, il y a une réalisation qui certes est technique parce que il faut faire les œufs de Pâques en chocolat, les éléments, il faut les faire visuellement. Mais après, la composition de l'image, finalement, c'est très simple. C'est une image et une typo. La retouche colorimétrique, ça, c'est un élément qui est hyper important. Dans votre process créatif, dans votre progression, c'est quelque chose qu'il faudra petit à petit mettre en place
pour apporter plus de cachet à vos créas. Ça vient dans un second temps. Au début, on commence par des choses simples. On va mettre des filtres un petit peu évidents du style noir et blanc. On va hausser les niveaux, je sais pas, les couleurs. C'est des choses assez intuitives, mais il faut quand même avoir pas mal d'inspi pour en faire parce que souvent, le problème du graphiste vs le photographe, c'est que le graphiste, il va avoir tendance à mettre trop de filtres, justement. Et à la fin, on a des choses beaucoup trop hurluberlues. Et, et du coup, donc voilà. La retouche colorimétrie, ça se maîtrise, mais c'est assez intuitif. En plus, on a tous l'habitude maintenant avec les réseaux sociaux de faire un petit peu de retouche sur notre compte Instagram, machin, quand on met des photos, hop, on hausse les niveaux. Donc c'est quand même des choses qui sont aujourd'hui assez intuitives. Quelque Une chose en question. plus. Ouais, dis-moi. Euh, Imaginons, on voit des trucs, on veut s'inspirer et on voit des typos, on voit des belles, du coup, des beaux filtres, des trucs comme ça, mais on s'y connaît pas. Comment on sait le nom de la typo? Comment on sait quel filtre c'est? Comment on sait quelle technique ils utilisent? Puisque du coup, on voit juste une image, mais on n'a pas. Yes. Voilà. Alors, Du coup, il y a des choses qui sont essentielles à savoir. On en verra pas mal ensemble quand on fera l'éveil inspi tout à l'heure, mais aussi des choses qui sont de l'ordre de la pure théorie, du style le nom des typographies. Alors, savoir ce que c'est une typographie sérif, sans sérif, ce que c'est une typographie brush, une égyptienne, enfin bref, il y a plein de choses comme ça qui sont de l'ordre de la théorie qu'il faut juste apprendre par cœur. Et ensuite, quand tu vas avoir une typo sur un visuel, par exemple là, tu vois, je ne sais pas si tu vois bien, moi je sais que là, on est sur une typo sérif parce qu'en fait, j'ai des petits empattements. Les petits empattements, c'est les petites mouches là que tu as en bas de tes lettres. Donc là, je sais que ça a un nom, ça s'appelle sérif. Ensuite, savoir que je suis exactement sur la bonne typo, euh, la même que l'inspi. Là, je peux pas te donner de tips parce qu'en fait, je suis pas le mec qui l'a fait, donc je sais pas ce qu'il a utilisé. Mais en tout cas, je dois être capable, moi, de savoir, ok, c'est quoi la famille de police qu'il a utilisée et vers quoi je vais orienter mes recherches. Et ensuite, je vous enverrai tout ça. Vous avez des sites de police d'écriture gratuits ou pas. Que vous allez pouvoir fouiller en fait parmi des familles de police et faire vos sélections. Mais en tout cas, dans les recherches d'inspi qu'on fera tout à l'heure, il y aura une partie sur la typographie et en fait, il y a un moment où on va faire la comparaison de police et quelles sont les associations de police d'écriture. Pour savoir qu'est-ce qui pourrait fonctionner ensemble. Alors ensuite, ce qui va donner du plus à vos créas dans l'avenir, bien sûr, c'est si vous êtes en mesure de faire de l'illustration, c'est-à-dire que si vous êtes des dessinateurs, ça va apporter un plus parce qu'on est capable de digitaliser les illustrations, de les scanner, après de les travailler sur l'ordi, d'utiliser des tablettes graphiques, des iPads pour ceux qui sont équipés. La photo manipulation, donc ça c'est de la découpe dans l'image et de la recomposition. Je ne sais pas, j'ai envie de mettre Catherine sur un très beau fond à Blois, bah, je suis en mesure de la détourer et de la mettre sur un beau décor. Lié à la colorimétrie, en vrai, ça passe tout seul. Est-ce que j'ai un petit exemple de ça? J'ai pas d'exemple, désolé. Bon, on verra ça tout à l'heure dans l'inspiration. Tac, tac, tac. Donc le photomontage, la photographie et aussi la typographie manuscrite et faite à la main. Parce qu'on a la typographie police d'écriture qu'on a sur nos claviers, qu'on télécharge, vectorielle. Et on a aussi des typographies qu'on peut faire à la main. Et ça s'apparente quasiment à de l'illustration. Mais à chaque fois, c'est des techniques différentes. C'est des choses qui s'apprennent. Moi, pour le coup, en typo, je suis autodidacte à 200%. En dessin, pareil. Donc ça, c'est après les affinités et les goûts de chacun. Ce que je disais tout à l'heure dans l'inspiration, vous allez éveiller vos goûts. Et en fait, en fonction de comment vos goûts vont se développer, bah, vous allez choisir de développer tel ou tel univers graphique. En tout cas, la personnalisation, ça permet de se démarquer des autres et ça peut apporter vraiment pas mal de cachet à vos créas. Quelque chose en plus, c'est la pertinence des outils utilisés et la qualité de leur utilisation. Au début, par exemple, si je prends l'exemple du détourage, quand on va commencer à faire du détourage avec les différents outils, on va faire ça un petit peu à la va-vite, ça ne va pas être très propre. Et plus vous allez être à l'aise avec l'outil, plus ça va permettre d'avoir des choses très belles et très propres sur le produit final. Et ça va vous faire gagner en qualité à fond.
Et enfin, la qualité des ressources que vous allez utiliser. Là, moi, l'idée que j'ai en tête, c'est photographique parce que en ce moment, je fais pas mal de magazines et quand je reçois des images de mes rédac chefs ou de mes clients, un article qui va être super beau, ça va être un article avec une superbe image, belle qualité, bon format, VS l'image toute nulle faite à l'iPhone 3. Voilà, la qualité des ressources que l'on reçoit va aussi du coup permettre d'avoir euh, une créa finale hyper chouette. Donc voilà, tout ça pour dire que finalement faire des belles choses, c'est pas très compliqué. Il faut juste avancer par étapes, travailler forcément. Moi, ça fait 10 ans que je fais ce métier et c'est à coup de 8 heures par jour. Donc forcément, au bout d'un moment, on aiguise le regard. Mais on ne va pas se mentir, c'est un logiciel qui demande beaucoup de pratique. L'art, de manière générale, c'est comme la musique. Hein, si on veut faire son do, son ré, son fa et son sol, si on ne sait pas faire, je sais pas, ses barrés, parce qu'on ne les a pas travaillés, bah, on va avoir le bout des doigts tout écorché à la fin de la journée. Et c'est pas, enfin voilà, c'est de la pratique et c'est du travail. Et après, ça s'aiguise et ça devient facile. Donc du coup, ne pas négliger dans tout ça, la finalité, c'est ne pas négliger l'étape de copie, de recopie, parce qu'en fait, c'est ce qui va vous permettre d'aiguiser votre muscle créatif. Est-ce qu'il y a des questions ici? Avant qu'on passe à la suite. Ok, cool. Alors, pour recopier, pour s'inspirer, comment ça se passe? Donc avant, on a émis quelques sites qu'on peut utiliser. Le premier que j'utilise moi au quotidien, c'est Pinterest. Est-ce que tout le monde connaît Pinterest? Je vous le tape ici, Pinterest. Hop. Si vous pouvez tous avoir un compte, c'est de la balle. Si vous pouvez avoir l'option sur Google pour pouvoir piner tout ce qui passe devant vos yeux, c'est hyper important parce qu'en fait, ça va vous permettre, dès que vous voyez un truc sympa, hop, vous cliquez sur la petite option pin et ça va vous l'enregistrer. Alors, c'est un plugin qui se télécharge sur Google Chrome. Alors, moi, j'utilise que Chrome parce que un graphiste utilise Chrome, voilà, c'est la règle. Et du coup, vous avez l'option, le plugin Pinterest. Donc, si jamais vous pouvez l'utiliser, c'est cool. J'ai pas compris à quoi sert le plugin de En Google. fait, le plugin, soit tu es sur Pinterest et tu fais que ta veille sur Pinterest et du coup, tu es déjà sur le site. Donc là, tu peux enregistrer comme tu veux. Et parfois, tu vas juste te balader sur des sites, j'en sais rien, sur Lacoste parce que tu veux t'acheter un t-shirt. Et tu vas voir une super pub et tu vas te dire, ouais, la pub elle est trop belle. Bah, plutôt que faire une capture d'écran, avec ce plugin, tu vas pouvoir piner le machin, pardonnez-moi l'expression, piner le petit truc et ça va te l'enregistrer en fait dans un de tes tableaux Pinterest. Et ça, c'est un plugin. Il y a un terme que j'adore là, c'est piné. Mais Bah, c'est des mots qui va. Je vais m'acheter un dico, hein, promis. mais en vrai, le mot piner, je pense pas que ça veut dire ce que j'ai envie que ça dise. Donc, fais attention. C'est un peu Donc, ça vulgaire, veut je dire crois. quoi? Mais en gros, piner, pour moi, c'est Pinterest. C'est mon mot, comment je l'associe. Et du coup, voilà, pouvoir piner toutes les petites choses qui se baladent sur Internet, ça, c'est hyper important. Je vois que ça rigole. Pinterest, on vient de regarder tout à l'heure. Donc, en fait, enfin, on crée des tableaux, on les nomme bien, hyper important, parce qu'on peut en avoir beaucoup. Moi, j'ai un tableau pour chaque projet, pour chaque inspiration, pour chaque univers. J'ai un tableau. Donc, je dois avoir 500 tableaux sur mon Pinterest. Donc, bien les nommer pour pouvoir faire des recherches faciles. Bien les nommer, ouais, avec des mots-clés qui vous parlent. Admettons, on verra ça tout à l'heure. Un deuxième outil que j'utilise pas mal, mais beaucoup moins en ce moment, c'est Behance. Behance, c'est en gros le Pinterest de la suite Adobe. Ce qui m'embête un peu avec Behance, c'est que je trouve que l'intelligence artificielle et la proposition créative, elle est moins poussée que Pinterest. C'est beaucoup de matu vu, beaucoup de performances artistiques, donc c'est très beau, mais c'est toujours impossible à réaliser. Mais c'est bien quand même d'aller faire des petits tours dessus de temps en temps. Je vais vous l'écrire, hop, ici, Behance. C'est bien de le connaître et d'aller faire des tours dessus de temps en temps. Pour avoir Behance, il faut créer un compte Adobe. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous équipés de la suite Adobe. On n'en a pas forcément parlé parce que ça coulait de source pour moi, mais Adobe, c'est la suite Photoshop, Illustrator InDesign. C'est la suite universelle pour la PAO.
Donc PAO, c'est tout ce qui est graphisme mise en page. Donc Behance, c'est le site qu'ils ont mis en place. Ce qui est cool avec Behance, c'est que vous pouvez vous-même aussi partager vos créations, faire partie d'une petite communauté d'artistes si ça vous fait plaisir, si vous aimez un peu échanger tout ça, si vous avez envie de développer votre audience, même parfois même développer vos contacts. Ça peut être un bon outil pour ça, Behance. Ça fonctionne un peu comme un réseau social pour le coup. Tac, tac, tac. Donc Pinterest, Behance, c'est plutôt des sites d'inspi, je vais dire généraux. Award, hop, je vais vous l'écrire ici. Award, tac. Ça, c'est le site, comment dire, de fanfarons du web. À l'extrême, c'est que des mecs qui se la pètent, qui font des gros sites ultra beaux, ultra techniques, mais pas du tout enfin, pas du tout exploitables, parce qu'en fait, ils servent à rien, juste à faire le beau. Mais en tout cas, ça permet de voir des belles choses, de développer certains regards créatifs, et ça permet quand même, mine de rien, de bousculer un petit peu la landing page simple qu'on a en ce moment sur Internet, parce que du coup, Award propose de nouvelles solutions et on va peut-être pas tout prendre, mais on va peut-être prendre, tiens, cette manière de faire un bouton sur un site, elle est super cool, hop, on la copie et on l'exploite et ça marche du tonnerre. Donc Award, c'est vraiment cool. Pour tout ce qui va être logo du coup vectoriel, pour toi Pauline, si ça t'intéresse, on va être sur du Dribbble. Je vais vous l'écrire, Dribbble, hop là, avec 3 B. Il y a bien 3 B, je ne me suis pas trompé. Ça, c'est essentiellement du logotype, du vectoriel. Donc c'est super cool parce que c'est un mini moteur de recherche qui fonctionne qu'en anglais par contre, donc désolé si vous n'êtes pas bilingue. Sinon, il y a un site qui s'appelle Google Traduction, c'est assez bien. Et vous tapez votre mot du coup en anglais. Je ne sais pas si vous voulez faire un logo sur un lion, vous tapez lion et du coup ça va vous mettre plein de choses en visio. On verra après, on va faire le tour, hein. Je vous partagerai mon écran, on fera le tour des sites dont je vous parle. Donc Dribbble, super cool. Pour les photos, alors là c'est pas d'inspiration mais c'est plus pour avoir de la ressource de qualité. Moi je vous conseille Unsplash. Unsplash, alors je sais qu'aujourd'hui tout le monde le connaît. Mais quand on n'a pas les moyens de se payer un stock d'images, Unsplash, ça fait vraiment le job. C'est quasiment que des images, non, c'est que des images libres de droit, mais il faut préciser, je crois, le crédit si vous voulez faire de l'édition, ou alors si vous le mettez sur un blog ou une chose comme ça, il faut préciser le crédit quand même. Mais en tout cas, vous pouvez en faire ce que vous voulez, les utiliser, les détourer, les retoucher, faire des versets pour l'église si ça vous amuse. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec les photos d'Unsplash. C'est que de la belle photo. Donc, n'hésitez pas à aller dessus. Les images Google ne sont pas libres de droit, donc faites hyper gaffe si vous faites de la créa avec des images Google. Sauf les images Wikipédia qui, elles, sont libres de droit. Si jamais vous bossez pour un magazine et qu'il vous faut une image, je ne sais pas, d'une personne, un peu d'une personnalité, n'allez pas la chercher sur Google parce que, bon, après, on n'est pas des rockstars du web, mais on ne sait jamais. Un jour, on peut vous embêter si quelqu'un décide de venir fouiner et de vous chercher des noises. Voilà, c'est mieux de s'assurer. Donc Wikipédia, c'est libre de droit. Si vous ne savez pas, la petite mention qu'il faut vous assurer pour les images libres de droit, c'est la Creative, hop, je vous l'écris, Commons. Donc ça, c'est pas un site, hein, ça c'est la mention qui dit que les images sont free access. Des sites libres de droit d'image, il y en a d'autres, mais je ne les connais pas. Voilà, donc ça c'est dit. Moi j'utilise Unsplash pour les images free access. Sinon, banque d'images et sinon photographie que vous faites vous-même si vous aimez faire de la photo. Donc ça c'est pour les images. Et ensuite, le dernier réseau social ou source d'inspi qui pour moi est essentiel, c'est Instagram. On n'est peut-être pas tous pro réseaux sociaux, mais Insta, c'est de la bombe en barre pour ce qui va être développer la créativité, la culture graphique. Parce qu'en fait, on est tout le temps sur nos téléphones, on est tout le temps sur Instagram. On a vite fait de scroller. Alors peut-être que je suis déjà trop vieux pour Instagram, je ne sais pas. Les jeunes, vous êtes sur quoi? Je parle comme vous êtes sur TikTok et sur Snapchat. Non, je rigole. Mais du coup, Insta, c'est vraiment, vraiment cool pour faire vos benchmarks créatifs parce que vous allez pouvoir suivre des influenceurs graphiques.
Vous allez pouvoir enregistrer des choses, vous allez pouvoir faire des panneaux, des mood boards comme sur Pinterest. Alors, c'est un peu technique, c'est un peu relou, mais on peut le faire si vous êtes déter. Tous les jours, vous allez avoir des choses, du nouveau contenu actuel. Donc, Instagram, pour moi, ça fait partie pleinement des outils à connaître, à avoir pour faire votre recherche créative. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on peut passer à la pratique? Je vais vous donner 3 exercices que vous ferez là sur la dernière demi-heure, qu'on fera peut-être ensemble pour commencer. Je vais peut-être vous présenter les sites quand même pour voir comment ça fonctionne. Mais en tout cas, 3 exercices, je vais vous laisser les noter. Le premier exercice, ça va être, donc ça sera pour la prochaine session, pardon, la création de 10 moodboards graphiques sur 10 thèmes. 5, 6, 7, 8, 9, 10 thèmes que je vais vous donner. Est-ce que vous êtes prêts à noter? Alors, le premier thème, ça va être la photographie de rue. Le second thème, ça va être la typographie à la main ou le handmade font. Je vous l'écris handmade font. Je sais quoi, je vais vous les dire ici, puis je vais vous les écrire. Les thèmes, hop, dans converser. Alors, je vais juste essayer de tenir mon carnet parce qu'il se ferme. Moi, j'utilise un carnet, moi aussi. Alors, photographie de rue. Tac. Ensuite, le 2, c'est handmade. Tac. Troisième thème, ça va être l'illustration. En fait, c'est marrant parce que tout ce que je vous propose de chercher, c'est ce que je suis en train de travailler en ce moment. Donc, ça va me permettre. Voilà, je vous fais faire mon taf là. On fait stagiaire. C'est ça. En fait, Ensuite, on te paye pour faire ton travail. Exactement. Non, je rigole. Ensuite, le quatrième, en fait, là, le travail, c'est de le décliner après. Bien sûr, la veille inspirationnelle, d'inspiration, ça touche à 1 milliard de sujets. Là, je vous donne les sujets, moi, qui me touchent en ce moment. Mais après, vous ferez ce que vous voudrez. Un moodboard, pardon, sur l'identité de marque de sport. Hop, ensuite, identité de marque de luxe. Identité, c'est E ou EE? Merci. Ensuite, on a en 6 la photomanipulation. Photomanipulation, hop. Je ne vous dis pas plus ce que c'est, je l'ai vaguement dit tout à l'heure, mais là, vous irez le voir par vous-même. Photomanipulation. Ensuite, 7e, citation pour réseaux sociaux. Donc là, je ne donne pas de thème précis parce qu'en fait, il y a plein de choses et bref, vous verrez. 8, logotype en tout genre. Je n'ai pas de préférence. Vous allez faire des... Pourquoi vous rigolez à Lyon? 8, logotype. Ensuite, 9, ça va être... Hop, 9, ça va être mise en page, magazine. Mise en page, magazine. Et enfin, 10, là, c'est pour vous faire plaisir. Je l'ai appelé goût personnel. Voilà, donc ça, c'est un mood board qui sera le vôtre. Et vous mettrez dedans ce qui vous plaît. Donc ça, c'est le premier exercice que je vous propose. On va commencer tout à l'heure et vous le finirez pour la prochaine session. Je vous passerai aussi mon mail à la fin. On a encore, ne vous inquiétez pas, c'est pas la fin, mais j'anticipe. Je vous passerai mon mail pour que vous puissiez m'envoyer vos travaux, poser vos questions. Je resterai quand même dispo, hein, même pas uniquement pendant les heures qu'on a, mais aussi en dehors. Alors, ne m'appelez pas à 3h du mat parce que je dors, mais je resterai dispo. L'exercice numéro 2 que je vous propose, c'est de sélectionner une créa par moodboard et la décomposer au maximum. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand je disais décomposer, c'est plan numéro 1, plan numéro 2, plan numéro 3. Donc, je vous propose une créa par moodboard. Si vous avez envie d'en faire plusieurs pour vous exercer, pas de problème. Mais une, c'est déjà bien pour comprendre le système. Essayez quand même des choses un peu complexes. Enfin, pas juste des trucs trop faciles parce qu'il faut faire le devoir,
mais donnez-vous un peu de challenge quand même pour progresser. Tac, tac, tac. Et le troisième et dernier exercice que je vous propose, c'est d'identifier des influenceurs créatifs qui ciblent en fait des univers qui vous plaisent. Comment être plus clair là-dessus? Par exemple, moi j'aime la typographie. Bah là, si on me demande 5 typographes, bah, je peux vous en donner. Donc là, n'hésitez pas à fouiller les différents réseaux sociaux. Donc là, forcément, ce sera Instagram. Mais ça peut, en fait, non, un influenceur ça peut être une personne. Je ne sais pas si si vous êtes fan de photos et vous me dites, bah, Yann Arthus Bertrand. Je ne sais pas si Yann Arthus Bertrand, il a un compte Insta. J'imagine que oui, mais on ne sait jamais. Voilà. Des influenceurs, juste des listes de noms. Et comme ça vous permettra aussi d'avoir des mentors dans certains domaines qui vous plaisent. Donc ça, c'est un petit exercice qu'on fait, enfin c'est 3 petits exercices qu'on va faire sur des thèmes assez précis, mais ça, c'est des exercices qu'on a, enfin en tout cas que moi j'applique très régulièrement sur plein de sujets différents. Donc pour la faire simple, mon boss, il me paye à traîner sur Pinterest. Voilà. Donc ça, c'est l'idée. La culture graphique, la culture créative, pardon, c'est ultra important. Est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, ce n'est pas technique, c'est juste la théorie. Et on passera à la technique la prochaine fois. On va bien établir les bases. J'avais une question, c'est le benchmark créative, c'est quoi? Ouais, désolé. Alors, benchmark, je ne sais pas si ça veut dire ce que ça veut dire dans ma tête, mais benchmark, en gros, c'est une analyse de l'univers d'une marque. Par exemple, tu bosses pour Nike, tu vas faire un benchmark sur, je sais pas, tu veux lancer une nouvelle chaussure et tu fais un benchmark sur les chaussures. Bah, du coup, tu vas chercher toutes les inspi, tous les concurrents, tout ce qui se fait, les forces, les faiblesses, les machins autour de la chaussure. Donc, ça va être les inspirations graphiques, ça va être c'est qui les principaux concurrents, c'est quoi les tendances actuelles, est-ce qu'on est sur de la semelle en cuir, est-ce qu'on est sur de la semelle en plastique. Enfin, un benchmark, c'est pas que graphique, ça touche vraiment à plein de choses. Moi, benchmark, j'utilise dans le graphisme parce que, voilà, étude de marché. Merci, Johanna. Tu l'as bien mieux synthétisé que moi. Une étude de marché. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si je vais vite, dites-moi, parce que je sais que j'ai tendance à parler vite. Ok, cool. Du coup, je vous propose de passer sur Pinterest pour ceux pour ceux qui connaissent pas. Après, je pense que tout le monde connaît à peu près, mais on va aller sur. Je vais vous partager mon écran. Hop, Google Chrome, Pinterest. Bam. Donc voilà. Je vais faire avec vous. Il y a des personnes sûrement qui connaissent, mais tout le monde ne connaît peut-être pas. Donc, je pense que c'est bien quand même, comme piqûre de rappel, que tout le monde pardon, puisse voir tout ça. Donc là, je suis sur mon compte Pinterest. Alors, je vais virer ce truc qui m'embête. Hop. Il faudra, pour ceux qui n'ont pas, créer un petit compte. Et ensuite, ça vous permettra de créer les différents tableaux. Donc voilà, là, vous allez avoir un espèce de gros feed avec plein de choses. L'intelligence derrière le logiciel va vous montrer que des choses qui vous intéressent sur vos dernières recherches. Donc ça va être souvent voilà, les dernières choses qui vous ont plu, ça va vous être proposé. Ça par contre, je ne sais pas ce que c'est, hein, ce n'est pas des choses que je regarde. Bref, du coup, voilà. Donc Pinterest, ça fonctionne comme ça. Moi, en ce moment, on voit très bien. Ce qui m'intéresse, c'est le dessin, c'est un peu de photomontage. En ce moment, je suis très illustration pour le coup. Ensuite, on va fonctionner par mots-clés. Donc, je ne sais pas si vous voulez faire. Le premier thème qu'on a, c'est quoi? C'est Tu as photographie de vue, partagé non? ton écran, non, Ben? Excuse-moi, tu as partagé ton écran? Vous le voyez ou pas? Non, je ne le vois pas. Oh, Ok, donc je dois avoir un petit bins quelque part. est-ce que les autres, vous le voyez ou pas? Ouais, nous, on le voit. Oui, nous on voit. Ah, mince. Catherine, je suis désolé. Je Je sais me pas qui c'est qui balade. a parlé. Ok. J'ai 2 écrans, ça doit être pour ça. Ah, peut-être, ouais. Bon, alors en tout cas, ça fonctionne comme un moteur de recherche. Si je prends le mot-clé logotype, hop, alors si je ne sais pas écrire, tac. Et là, je vais avoir plein d'inspi logotypes. Forcément, si vous mettez le logotype seul, vous allez avoir plein de choses. Et plus on va affiner grâce à des mots-clés nos recherches, plus on va avoir des propositions qui vont toucher en fait ce qu'on veut.
Si je mets logotype, brush, brush c'est du jargon pour dire à la main, lion, j'en sais rien, hein. Si ça se trouve, je vais rien avoir. Bon, je vais avoir voilà, des logos un peu brushés. Ici, je vois j'ai un peu de texture sur des lions. Donc, du coup, je cible en fait mes recherches vers une direction. Vers une direction. Donc, ça, c'est voilà, ça c'est Pinterest. Et ensuite, comment ça se passe? Ben, vous allez aller cliquer dessus. Vous allez vous dire, ah, c'est sympa. Vous allez avoir plein d'autres choses. Vous allez dire, ah, trop bien, il y a plein de trucs qui m'intéressent. Hop, ça vous intéresse. Je ne sais pas celui-ci. On clique dessus. On peut faire ici enregistrer. Alors moi, il m'a enregistré dans un truc, mais du coup, vous allez pouvoir créer des tableaux. Hop. Je vous laisserai fouiller tout ça. C'est assez intuitif, donc ça ne devrait pas être trop compliqué pour vous. Mais si vous jamais vous galérez, n'hésitez pas à me dire, je vous montrerai. Vous allez pouvoir créer des tableaux ici, hop, et pour pouvoir classer en fait vos différents mood boards. Par exemple, moi là, je vais aller dans les mood boards que j'ai, hop, je sais pas qu'est-ce que j'ai comme mood board sympa, je sais pas, genre digital, non, putain, on s'en fout. Institutionnel, voilà, par exemple, c'est mon mood board institutionnel. Et bah là-dedans, j'ai tous les trucs que j'ai enregistrés en logo institutionnel. Et quand je vois ça, bah, ça me permet d'identifier des choses. Donc, on va rester toujours sur Pinterest. On va aller un peu en avance sur le travail, mais on va faire ce travail de découpage. Comme ça, vous comprenez bien l'idée. Ah ouais, ce site-là, il faut absolument que vous alliez les voir. Je vais vous le mettre dans la conve. Je ne sais pas comment je peux faire, je vous l'enverrai. Bon, sinon, c'est Graphéine. Graphéine, c'est le top du top des agences de com. C'est trop de la balle. Donc, si dans vos influenceurs, voilà, pour moi, ça c'est un influenceur, Graphéine, notez-le, trop de la balle. Alors, découpage d'éléments. Si on prend ça, qui veut faire l'exercice rapidement sur ça, sur cette image-là? Les différents plans que vous voyez? Je vais Personne? essayer. Vas-y, dis-moi. Sur la première, là, avec le feu d'artifice, Ouais, avec le feu d'artifice. du coup, en fond, on a l'image du feu d'artifice. Ouais. Après, on a les bandes de couleurs. Oui, possible. Bah, ça dépend. Tu peux avoir des calques de retouche. Mais ok, on va dire qu'il n'y a pas de retouche. Ok, les calques de couleurs, qui sont des Ok. formes. Et puis après, comment on appelle ça? Bah, on a tout ce qui est texte et après les petites flèches et le C'est logo. ça. Ouais, c'est ça. En gros, là, si tu veux, on pourrait avoir deux plans. On va considérer qu'on en a trois. Si on considère que l'image de fond, elle est dans le fond. D'ailleurs, je pense qu'elle l'est parce qu'en fait, il y a une légère transparence. Donc, du coup, plan d'arrière-plan, l'image de fond. Second plan, les bandes. Et enfin, premier plan, tous les éléments d'information, à savoir les textes, les petits éléments graphiques et les logos. Donc voilà, là, on a découpé ce visuel en plan pour voir l'architecture de la création. Donc du coup, hop, je vais quitter Graphene parce que ça ne nous intéresse pas. On est sur Pinterest. Voilà Pinterest. L'intelligence de Pinterest, c'est de vous proposer ensuite des choses toujours en lien, ou en tout cas proches de notre inspiration de base. Donc ça nous permet de venir fouiller à partir d'un seul mot-clé. Hein. Moi, mon mot-clé de base, non, là, c'était pas mot-clé, j'étais dans mes moodboards. Du coup, c'était institutionnel. Hop, je me suis baladé, j'ai trouvé ça sympa, je l'ai enregistré. Ensuite, je me balade sur ce qu'on me propose, je trouve ça sympa, je l'enregistre, etc., etc., etc. Et du coup, ça me permet, hop, institutionnel, tac, ça me permet d'enrichir comme ça, d'enrichir en fait, ma culture graphique. Et en fait, à la fin, la finalité, c'est quoi? C'est ça la richesse en fait de Pinterest, c'est d'avoir un gros tableau avec plein d'idées. Donc là, il n'est pas très gros, hein, le mood board institutionnel, mais si je vais dans, qu'est-ce que j'ai ici? Dans dessin, par exemple. Ah non, on va aller dans typographie, parce que le dessin, on s'en fout. Hop, on va aller dans typographie. Là, on va avoir plein de choses totalement différentes. Vous voyez? Mais du coup, ça me permet d'avoir plein d'univers sous les yeux et de savoir ce que j'aime, ce que j'aime pas. Si demain je vais faire une petite créa dans un univers, j'ai mes inspi, dans un autre j'ai mes inspi. Donc là, j'ai pas mal de choses. Ah, mon ordi chauffe.
j'ai pas mal de choses. Donc ça, c'est hyper riche. Je peux avoir parfois des process créatifs comme ici. Donc voilà, hyper important de faire ces tableaux parce que du coup, ça vous permet de voir plein de choses forcément et ensuite de recopier. Là, si jamais je me mets, du coup, voilà, ça va être un bon exercice. Si je me mets là-dessus, avant, on parlait de technique, d'apprendre de nouvelles techniques, plutôt que faire une police d'écriture qui existe déjà sur Internet, qu'on aurait juste simplement téléchargé et mis sur une image. Là, le mec, ce qu'il a fait, alors là, l'artiste, il s'appelle Tirsa, c'est un influenceur que je vous mettrai après dans les références. Il s'appelle Tirsa, c'est à mon sens le meilleur typographe moderne français actuel. Il a bossé pour des films ultra connus comme La Vie scolaire. Il bosse pour Nike, vous voyez, pour Nike, il bosse, enfin bref, pour les gros. C'est vraiment le top du top. Et du coup, là, ce qu'il a fait, quand je vous parlais de technique, c'est qu'en fait, il a peint les lettres à la main et ensuite, il les a détourées ou digitalisées par différents systèmes. Je pense que là, c'est de la photo. Il a shooté en fait chaque lettre et ensuite, il les a intégrées sur son logiciel. Donc là, vous voyez, visuellement, c'est hyper simple. C'est une image de fond, c'est une police, c'est une typo blanche mise dessus. Ce qui rend le truc un peu compliqué, forcément, c'est la technique derrière. Donc, être capable de peindre une police à la main. Mais ça, honnêtement, je pense qu'on est tous capables de le faire. On sait tous écrire des lettres capitales. Donc, prendre un pinceau, dessiner sur un fond noir, prendre un appareil photo, machin, ça, on sait le faire. La technique, bien sûr, ça va être détouré, ça va être colorisé. Mais ça, on le verra plus tard, c'est pas si compliqué que ça. Mais en fait, finalement, la finalité, c'est quoi? J'ai deux plans, j'ai un arrière-plan et j'ai une police. Donc, hyper simple. Et honnêtement, ça fait trop le job. Donc là, c'est ce que je vous disais, hein, que les choses simples, finalement, ça marche trop bien. Après, bien sûr, on peut faire du très compliqué. On peut faire des choses. Qu'est-ce que j'ai là? On peut faire ce genre de choses qui, finalement, sont une accumulation de couches et d'intégration d'ombres, de couleurs, de textures qui amènent des choses compliquées. Mais en vrai, ça, je trouve que c'est beaucoup moins stylé. Alors, c'est très beau, mais je trouve ça moins stylé que ce qu'on a vu tout à l'heure. Après, le style, c'est très personnel, hein, on va pas se mentir. Mais je pense que ça marche moins bien aujourd'hui pour de la communication de masse. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui quand on regarde un petit peu la télé, quand on regarde tout ce qu'on voit aujourd'hui. On s'approche plus de ça, honnêtement, sur les affiches et tout, que de ça. Ça fait très fête foraine, les forains, pêche au canard, plutôt que publicité bien mainstream. Du coup, les choses simples, c'est ce qui est le plus cool, mais la technique, c'est souvent en fait, ce qui va permettre de développer votre création. Là, c'est un autre exemple de choses qui a été faites à la main. Et finalement, c'est très simple. Une image, un filtre et une police faite à la main. Là, on est sur des choses personnalisées. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la créa++. Mais si je voulais aller sur des choses plus simples, dans le même genre d'idée, je pourrais avoir, je ne sais pas si j'en ai parce que ça me m'étonne que j'en ai enregistré, on pourrait avoir ce genre de... Non, ça c'est déjà un peu travaillé. Bon, j'en ai peut-être pas sous la main parce que, à mon avis, je ne dois pas en avoir enregistré. Mais je vais essayer de vous en trouver une quand même là-dedans. Bon, ça c'est... Moi j'aime bien, mais c'est un délire. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Bon, ça par exemple, c'est une police d'écriture qui existe, donc la personne n'a pas fait à la main, mais finalement, c'est pas compliqué. Alors, je parle pas du détourage, des poissons, ça c'est des choses qu'on verra plus tard, mais si on parle vraiment purement de typographie, on voit que c'est très simple et ça fonctionne aussi très bien. Et finalement, la composition n'est pas si compliquée que ça. Il y a un fond, il y a un entremêlement, je ne sais pas comment on dit, entre typographie et photographie, mais finalement, la technique est assez facile. D'ailleurs, par exemple, Ouais, sur là, quand on regarde les différentes, par exemple, les poissons, là, ouais, ils sont en avant et en arrière des lettres, par exemple. ouais. Et du coup, comment c'est possible? Alors en fait, ça va être des outils, ça s'appelle les masques de fusion. C'est des outils qu'on a sur Photoshop qui permet de masquer ou non, qui me permet de masquer ou non un élément. Alors, ça semble très compliqué, mais en vrai, c'est très simple.
Je vais te le montrer rapidement. Je vais vous faire une petite démo à la Photoshop juste pour vous montrer le truc. Hop. Hop. Alors, désolé, je suis au trackpad, je ne suis pas à souris. Donc, du coup, je ne suis pas très bon au trackpad. Je vais faire une lettre. Tac. En plus, je suis en tout petit format, donc c'est pas beau. On voit pas ta fenêtre Photoshop. Ah, pardon, excusez-moi. Vous êtes en train de partager votre écran. Alors, attendez. Je vais arrêter de partager. Hop là. Coucou. Et je vais vous faire un partage d'écran sur tout l'écran. Comme ça, vous allez tout voir. Là, vous l'avez? Ouais. Yes. Ok. Bon, alors désolé, c'est un peu pixelisé parce que je me rends compte que mon format est tout petit. Mais bon, pour la démo, ça va suffire. Hop. En fait, si tu veux, je vais avoir un élément que je vais faire rapidement au pinceau. Je vais mettre volontairement bien moche pour que vous puissiez bien voir. Tac. Donc je vais le faire. Hop. Tu vois, quand je vous parlais avant de calque, c'est les différents niveaux. Niveau 1, niveau 2. Je vais les renommer. Niveau 1. Niveau... Bon là, je vais un peu en avance sur le programme. Donc, vous ne m'en voulez pas, mais au moins vous voyez Photoshop. C'est les prémices de l'Éden. Niveau 1. Hop. Donc vous voyez, hein, si je passe au niveau 1 sous le niveau 2, forcément ça passe devant. En fait, du coup, l'outil là, pour passer devant derrière, c'est un outil qui s'appelle les masques de fusion. Donc c'est un petit outil qui se trouve ici et qu'on va appliquer en fait sur une zone bien précise. Alors là, je vais faire très grossièrement, donc ça ne va pas être très beau. Mais en fait, on prend un pinceau et en fait, si on peint en noir ou en blanc, on choisit d'afficher ou de masquer un élément. Donc là, je vais peindre en noir la zone de la barre du N, en noir. Tac, et ça va m'effacer en fait, tu vois, ça va m'effacer. Là, je repeins en blanc pour afficher. Donc en fait, là, c'est du pur dessin. Je viens dessiner en fait ce que je vais afficher ou masquer. Ok. Si je veux te le montrer, tu vois, ça c'est la zone que j'ai dessinée finalement. Et bien en fait, ça me permet d'afficher ou masquer, de faire passer devant derrière. En vrai, Ben, tu as ajouté un deuxième masque, là, très rouge, dans ton niveau 2, ou c'est un seul masque, un seul calque? alors là, j'ai deux calques. J'ai le calque de texte et le calque de trait. Mais mon trait, c'est un seul calque. Si j'enlève le masque de fusion, tu vois que j'ai tout. D'accord, j'ai compris. Voilà. Merci. Donc tu vois, en fait, les masques de fusion, franchement, c'est un des outils top qualité de Photoshop. C'est ce qu'on utilise pour 1 milliard de trucs. Et s'il y a bien un élément à savoir, c'est ça. Mais ça, on le verra en détail la prochaine fois. En tout cas, pour répondre à ta question, les petits poissons, ils ont été travaillés de cette manière. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, il a fait un bandeau ici qui passait sur le poisson, très certainement. Et en fait, il a effacé des zones par ce système de calque, de masque de fusion. Ok, du coup ça c'est Pinterest. Je vous laisserai fouiller ça pour vos petits exercices de la semaine prochaine. Là, je ne sais pas quand est-ce qu'on se revoit, mais la prochaine fois. N'hésitez pas à apprendre plein de choses, même des choses que vous dites, tiens c'est bizarre, j'aime pas trop, mais je trouve ça intéressant. Moi j'aime pas tout ce que enfin si je like tout ce que je vois, mais j'aime bien avoir plein de styles très différents. Le second outil dont je vous parlais, c'était Behance. Hop, on va se mettre dessus. Behance. Très sympa, très beau site. Je l'aime moins parce qu'en fait, je trouve qu'il est plus compliqué à utiliser. Mais en fait, sur Pinterest, vous allez avoir tout et n'importe quoi. Tandis que sur Behance, vous allez avoir que des grosses performances artistiques, que des trucs stylés. Donc pareil, c'est un moteur de recherche. Hop, logotype. En anglais, bien sûr. Et ensuite, il va vous montrer plein de choses. Et après, c'est à vous de sélectionner les choses qui vous intéressent. Tac, tac, tac. Donc voilà, pareil. Je trouve que créer une banque d'inspiration avec Pinterest, avec Behance, pardon, c'est un peu plus chiant parce qu'il n'y a pas ce système. Enfin, il y a certainement ce système de planches, machin, mais je ne l'ai jamais trop exploré, je l'ai jamais trop exploité. Je trouve qu'il n'est pas pratique. Donc Behance, je l'utilise de temps en temps quand j'ai des projets très ciblés ou des projets très techniques. Mais, ou alors seulement quand j'ai envie de renouveler un petit peu mes recherches. Mais ce n'est pas celui que je favorise
que j'affectionne le plus. Mais en vrai, c'est une très bonne source d'inspiration parce que c'est souvent que des belles réalisations. Donc il faut créer un compte Adobe. Voilà, site Adobe. Vous voyez toujours mon écran, hein. Je vais considérer ce blanc comme un oui. Vous êtes toujours là, rassurez-moi. Oui. Oui. Ah, ok, cool, super. Oui, Parce on que est je vous là. dis, je vous vois plus, donc peut-être que voilà. Adobe, c'est ça, hein, c'est le site Photoshop, InDesign, Illustrator, puis toute la suite, tous les logiciels. Enfin, bref, vous connaissez. Il faut créer un compte et ensuite vous pourrez vous connecter dessus. Moi, je vais pas le faire maintenant parce que je connais pas mon mot de passe. Est-ce Je que suis tu as même pas des connecté. hacks? Est-ce que tu as des hacks pour télécharger la suite Adobe de façon très gratuite? J'en ai pas, j'en avais à l'époque. Enfin, des hacks, j'avais pas de code ou quoi, mais tu tapais YouTube, sur YouTube, tu tapais Photoshop Free Access et ton moteur enfin ton système d'exploitation, tu trouvais des choses. Je pense qu'à l'époque, il faisait ça, il permettait le hack facile parce qu'il n'y avait pas ce système d'abonnement et je pense qu'il ne voulait pas se fermer à toute la communauté étudiante et tout, donc il permettait le hack facile. Mais maintenant que tu as les abonnements pas très très chers, Photoshop, tu peux l'avoir pour 7 euros, je crois, par mois. Donc bon, ça fait quand même un budget, mais tu as la suite Photoshop et Lightroom à 7 euros ou 11 euros, il faudrait voir. Donc qui permettent voilà, de les avoir pour pas cher. Donc les hacks, c'est un peu plus compliqué, je pense, à trouver aujourd'hui. Moi, je les ai pas, désolé Clément. Mais par contre, après, si tu veux toute la suite, je crois que la suite complète, c'est un truc comme 70 balles, un truc comme ça. Donc c'est pas le même budget, mais il faut savoir cibler les outils que tu veux. Donc, mais écoute, si tu en trouves, tu me diras. Je suis curieux de savoir si ça marche toujours. Donc ça, c'est Behance. Je vais pas m'attarder trop sur Behance parce que je l'utilise pas spécialement. Faites-y un tour de temps en temps, c'est quand même cool de pouvoir voir. Si je mets cover musique, qu'est-ce qu'il va me proposer? Bon voilà, il me propose des trucs un peu à la mode. Bon voilà, la mode, clairement, on est là-dedans en ce moment. On le voit partout. Enfin, je dis ça, ça se trouve, c'est pas vrai, mais moi, c'est ce que je vois en tout cas beaucoup sur les derniers artistes. La Booba, par exemple, pour les rappeurs, il a sorti son album. On est un peu dans ce délire, noir et blanc, machin, un peu dark. Donc voilà, il va vraiment vous mettre les derniers moods graphiques. Donc Behance, quand même, vachement intéressant. Voilà. Dribble, hop, logotype. Alors lui, il faut que je me connecte. Lui, on est obligé d'avoir un compte, je crois, pour se connecter. Sinon, on est limité en accès. Donc Dribble, c'est vraiment que du vecto et du logo. Donc là, il y a vraiment que du vecto et du logo hein, sur des planches, parfois un peu dilu. Mais ça permet de voir des choses ciblées par des noms bien précis. Si je tape Lion toujours, hop, il va me montrer plein d'idées de logos autour du thème du lion, par exemple. Ce qui est intéressant ici, c'est quoi? Je vais pouvoir voir déjà des formes, des types de traitement de logos. Soit on est dans on va dire, du pseudo-réalisme, soit dans du linéaire, comme ça. Donc, je vais pouvoir déjà identifier ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Je vais pouvoir identifier les polices d'écriture qui me plaisent, qui ne me plaisent pas. Là, par exemple, entre celle-ci ou celle-ci, quel type de police j'aime bien ou pas. Donc là, on est sur de la police sérif, sans sérif, pardon. Et là, on est sur de la police, c'est une sérif un peu travaillée, mais c'est pas vraiment une sérif, ça. Là, on est sur du sérif, voilà. Sérif, c'est les petits empattements. Sans sérif, c'est quand il n'y a pas d'empattement. Donc en gros, les petites pattes, sérif, pas de petites pattes, sans sérif. Ça, c'est assez simple. Donc voilà, Dribble, ça vous permet d'identifier déjà les choses qui vous plaisent. Donc si vous avez une créa à faire, je ne sais pas, pour un logo, bah, vous allez vous faire un petit calepin avec un listing. Ok, j'aime bien le type de logo comme ça, très réel, très représentatif. Et j'aime bien les polices comme ça. Vous listez ce que vous aimez. Bam, bam, bam. Ça va vous permettre aussi d'identifier des couleurs qui fonctionnent bien. Moi, je sais que pour faire des recherches colorimétriques, souvent dans de l'illustration, je vais sur Dribble parce qu'en fait, il me permet très rapidement de voir les couleurs qui marchent bien ensemble. Genre là, je vois que ces couleurs-là, elles fonctionnent super bien. Donc du coup, je trouve que c'est hyper efficace. Et alors, la nouvelle version ne le propose pas. C'est dommage, mais il y avait une version, alors ça doit être quelque part, hein, parce que c'est bizarre qu'il l'ait enlevé.
mais il y avait une version de Dribbble où il mettait en fait les codes couleurs. Les codes couleurs pour pouvoir les reprendre. Bon, c'est pas grave. Au pire, capture d'écran, on ouvre sur Photoshop, petit outil pipette, on verra ça plus tard, mais en tout cas, il y a un outil qui permet de choper les couleurs. Et bêtement, vous recopiez, vous réutilisez les couleurs. Quand je parlais de copier, bah, ça marche aussi pour ça. Par exemple, moi qui fais un peu d'illustration, si je veux dessiner des vêtements à mon personnage, et je me dis, bah, tiens, je veux lui mettre un haut mauve, mais je ne sais pas quel mauve, quelle couleur je pourrais associer à ce mauve, je fais mon petit tour, je me dis, tiens, j'aime bien cette espèce de doré ocre, et hop, je sais que ça fonctionne et je reproduis. Donc, bien recopier intelligemment et adapter ce qu'on recopie après, ça se restera quand vous serez plus à l'aise, hein, mais adapter à d'autres visuels. Du coup, Dribbble, hyper intéressant pour comparer les éléments, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Là, on est sur de la gravure. Là, on est sur du pur digital quasiment simpliste. Voilà. Donc, Dribbble, hyper cool. Tac, tac, tac. Je ne vais pas aller trop loin parce que je vous laisserai les explorer vous dans votre recherche. Un petit truc que je voulais vous montrer, c'est tout à l'heure quand on parlait de pin tout à l'heure. Quand on passe au hover, comme ça, quand je suis sur mon image, vous voyez, je peux enregistrer sur Pinterest. En fait, ça, c'est un truc qui est ici, dans les plugins, sur Google Chrome. Donc, vous faudra Google Chrome. L'extension s'appelle bouton enregistrer Pinterest. Donc voilà, vous l'installez et ensuite, dès que vous êtes sur n'importe quel site internet, il y a un truc qui vous intéresse. Par exemple, ici, je crois que je peux piner les images normalement, si ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas, super, ma démo est totalement en échec. Normalement, ça fonctionne. Peut-être pas sur les sites comme Adobe, j'en sais rien, peut-être parce qu'ils ont des logiciels concurrents. Enfin bref, vous pouvez, si je vais sur Google, normal, même le logo Google, je peux le piner, vous voyez, et l'enregistrer. Et ensuite, donc je clique et je vais, hop, voilà, choisir le tableau dans lequel je vais enregistrer. Et ensuite, quand je reviens sur Pinterest, bah, dans le tableau que j'aurai créé, j'aurai ce logo qui provient de Dribbble. Donc voilà pourquoi c'est hyper intéressant d'avoir ce petit outil d'enregistrement. Autre outil, quand je vous ai parlé, c'est Unsplash. Donc ça, c'est juste pour la photo, hein. Site en anglais. Photo libre de droit, que vous pouvez aller récupérer. Voilà, vous tapez vos mots-clés en anglais. Je ne sais pas ce que j'ai avec les lions ce soir, mais j'ai un truc. Voilà, que des images, des très belles images de photographes. Libre de droit, libre d'accès, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc moi, je vous avoue que je les ai saignées à n'en plus pouvoir, ces images. Donc je les connais toutes. Mais c'est réactualisé tous les jours. Il y a de nouveaux photographes qui mettent des choses pour plein de domaines. Si vous êtes dans l'église, hop, church, vous allez avoir plein de choses. Donc ça peut être pratique hein, dans la création de vos supports visuels pour vos communautés. Si vous êtes en mode band, musique, j'en sais rien, hop, vous allez avoir des mecs qui font de la scène, des instruments, plein de belles photos. Donc là, n'hésitez pas à utiliser. C'est que des photos, je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué là-dessus, mais c'est que des photos en bonne qualité. Hop, donc là, vous voyez la qualité 7900 par 5300 pixels. Voilà, ça c'est du très très bon ratio. Vous pouvez zoomer dedans. Bon, alors là, je ne peux pas parce qu'il a une limite le chien. Mais en tout cas, vous savez que sur Unsplash, vous n'allez pas être déçu de la qualité de vos images. Et comme je le disais un peu plus tôt, la qualité des ressources, ça fait 99% du job. Est-ce que tu pourrais faire un mini topo sur les dimensions? Genre par exemple, que ce soit en photo ou que ce soit sur Photoshop, quand on veut créer un truc, je ne sais jamais ça correspond à quoi les dimensions et les okay. Bah, en gros, bon, là je suis sur Photoshop. En fait, les dimensions, tout va dépendre de ton support de destination. Par exemple, si on veut aller sur du réseau social type Facebook, on va souvent aller sur du format carré et souvent ça va être 1200 pixels par 1200 pixels. C'est un format standard, on va dire. 1200 pixels, pas 1200 pixels. C'est le format, on va dire, le plus large que Facebook va prendre. Et au-dessus, il va te le cropper, donc te le diminuer, dans tous les cas, à 1200. Donc ça ne sert à rien de faire un visuel de 5000 pixels par 5000 pixels, parce que de toute façon, Photoshop, Facebook va te le réduire à cette largeur hauteur.
La résolution, on parlera de ça plus tard. Pour le web, c'est 72. Pixel, c'est le format donc, d'image. Donc, pixels, pouces, centimètres, millimètres. Par défaut, sur le web et dans le jargon un peu des communicants, des graphistes, on fonctionne souvent au pixel. Donc, en fait, le format, je n'ai pas vraiment de règles à te donner. Ça va dépendre de ton support final. Donc là, en fait, c'est à toi, dans tes recherches, dans ta phase de création, il faut que tu identifies le format que tu veux avoir. Par exemple, tu fais de la musique. Format, tu veux faire un digipack, un CD pour ton album, digipack, hop. Et ben en fait, il faut que tu ailles chercher l'information toi-même, en fonction des imprimeurs, par exemple. Là, je suis sur Replica. Voilà. L'imprimeur, il va te donner un gabarit. Alors, c'est le bazar, on ne comprend rien quand on ne comprend rien, mais en vrai, c'est assez simple. Largeur, hauteur. Donc, moi, ma hauteur, c'est 125,5 et ma largeur, c'est 138. Là, on est sur du millimètre, tu vois, les caractéristiques techniques. Donc, il faut bien apprendre à lire les informations. C'est un peu technique, mais c'est un gabarit, en fait. Comme son nom l'indique, c'est un gabarit. Donc, en fait, là, tu vas avoir le format. Donc, tu vas aller dans ton Photoshop. Tu vas dire, OK, largeur, c'est 138 millimètres. Ne pas se tromper. 138 millimètres. Hop, 138. Et la hauteur, pardon, 125,5. Donc là, en fait, c'est bêtement, il faut que tu saches, hop, point 5. Il faut que tu saches ta hauteur et ta largeur, forcément. Du coup, tu vas créer. Et donc là, en fait, tu as ta dimension. Et en fait, si tu veux, pour répondre à ta question, pixels, images, tout ça, mon format que j'ai écrit tout à l'heure, donc 138 par je ne sais plus combien, 125, c'est ça. Hein. En fait, ça correspond à 1630 par 1482 pixels. Là, si je passe en millimètres, tu vois que je retrouve mes valeurs de tout à l'heure. Hop. Et en fait, si tu veux, si j'ai une image qui est plus petite que mon format pixel de base, de mon format final, et ben, en fait, quand je vais vouloir étendre mon image au bord pour remplir mon format, ben, en fait, il va pixeliser, comment dire, le logiciel va calculer les pixels supplémentaires, mais vu qu'ils n'existent pas, il va les imaginer, les supposer, et en fait, il va juste les grossir, et ça va être pas beau. Donc en fait, ton objectif dans ta sélection d'images, c'est d'avoir toujours des images qui remplissent ton format. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais. là, en gros, si je reprenais l'image de tout à l'heure, admettons celle-ci, si je la télécharge, hop, là, l'image là, elle fait 3200 par 2100. Donc elle est quand même beaucoup plus grande que mon image ici. Pour te donner un petit exemple, pour aller plus loin dans le truc, hop, je vais l'ouvrir avec Photoshop. Là, tu vois que je suis à 50% de son affichage, tandis que si je me mets à 50% ici, hop, c'est comme ça. Ça veut dire que, alors je vais tu vois qu'en fait, l'image ici à 50%, elle est plus grande que l'image que là à 50%. Donc du coup, ça veut dire que l'image est plus grande, donc forcément, j'ai de la marge pour pouvoir l'intégrer. Donc après, hop, pour un petit exemple, hop, on l'intègre et tu vas voir qu'en fait, tu vois, c'est vraiment plus grand. Ça veut dire qu'en fait, je peux étendre mon fichier de base. Je pourrais avoir un fichier de base qui irait jusqu'ici et jusque-là sans avoir de baisse de qualité. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas aller au-delà, hein. Bien sûr que je peux, mais à partir du moment où mon format est plus grand que mon image de base, je vais avoir une qualité qui va être dégradée. Donc là, après, c'est simple, hein. Il suffit de réduire hop, la taille de mon image. Quand je vous parlais de choses simples, chip, hop là, pardon, tac, tac. Mettre hop, une petite typo tout simpliste. Là, pour ceux qui sont fans d'Hillsong, il y a eu une période où Hillsong nous mettait ça dans tous les sens, ce genre de design, worship, avec des typos toutes light. Hop, ils ne se prenaient pas la tête, les mecs. Ils faisaient ça en 5 minutes. Et hop, cover d'album, bim. C'est ça en plus. Non, mais en vrai, Hillsong, à une période, c'était ça. Hein. C'était, on s'en fiche si on n'arrive pas à lire.
Nous, on veut des choses hyper propres, hyper épurées. Et puis, tant pis si vous avez mal aux yeux. Alors, voilà, pour vous dire qu'on peut faire des choses très, très belles et très simples. Et en vrai, là, ce que je suis en train de faire rapidos, c'est des choses que j'ai déjà vendues à des clients. Même ça. Ça, je trouve ça trop classe. Enfin, bref. Et pourtant, vous voyez, hein, c'est très, très facile à faire. Là, j'ai rien fait. Hein. J'ai une image, un calque noir et une typo. Je ne dis pas que c'est ça qu'on va voir. Hein. On va aller un peu plus loin quand même. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire des choses très simples à partir d'images de bonne qualité. Donc, du coup, Unsplash, je vous laisserai fouiller un petit peu. Hop. Tac, tac, tac. Il y a plein de choses. Hein. Toujours mots-clés anglais. Je ne sais pas si vous voulez avoir des paysages. Landscape, hop. Vous avez compris l'idée. Landscape, vous avez plein de choses. Et plus on affine, plus forcément notre recherche va être ciblée. Et plus forcément, on va avoir des choses qui correspondent au sujet qu'on veut. Je ne sais pas si je vais avoir l'avion là dans la forêt. Si je mets ces 3 mots-clés, ben voilà. Je tombe quasiment tout de suite sur ce que je recherchais. Alors, Unsplash, ça c'est fait. Et ensuite, le dernier, bah, ça c'est Instagram. Hein, vous connaissez tous, je ne vous apprends rien. Hop, on met sur Insta. Tac, tac, tac. Comment ça fonctionne? Moteur de recherche, enfin feed Instagram. On scroll, on a toutes les inspi. Alors ça c'est mon compte créa, donc j'ai quasiment que de la créa dessus. Je ne suis pas trop de potes, donc j'ai que des personnes que j'aime voir ce qu'ils font. Donc voilà, ça me permet comment dire, en fait, d'enregistrer les choses dès que je vois des trucs qui me plaisent. Genre ça me plaît, hop, petit drapeau, je l'enregistre. Et ensuite, dans les enregistrés ici, bon ça vous connaissez tous normalement, dans les enregistrements, hop, j'ai toutes les choses que j'ai trouvées sympas qui s'enregistrent et que du coup ça me permet d'avoir une énorme bibliothèque d'inspiration pour pouvoir, pour mes futurs créas ou même juste pour entretenir ma culture. Des fois, j'enregistre des choses qui me serviront à rien. Des fois, des concepts. Là, vous allez dire, ah, c'est trop glauque. En fait, j'aimais trop le concept de fumer tu. Je trouve ça trop sympa. Ça, c'est parce que je suis fan de Dragon Ball. Donc voilà, ça me permet, même si c'est des choses que je ne vais pas utiliser, ça, c'est un truc que j'ai vu récemment. Alors, désolé, je parle en même temps que. Hop là, pardon. C'est une vidéo que j'ai vue. En gros, le mec, il fait des vidéos, des covers à partir d'images toutes pétées. Hop, trop stylé. Enfin, je trouve ça trop bien comme concept visuel. Enfin, c'est juste pour vous dire que finalement, les choses simples, parfois, font le job. En gros, il prend des images un peu comme ça et il en fait des covers d'albums. Et en fait, ça rend trop bien. Des images un peu au quotidien. Enfin, c'est trop stylé. Voilà, je vous montrerai ça pour votre culture. Tac, tac, tac. Donc voilà, Instagram. Vous vous baladez sur votre feed. Vous enregistrez des choses. Et ensuite, ça se met dans votre bibliothèque d'inspiration. Donc, n'hésitez pas à vous le faire à votre compte. Même si je sais que parfois, certaines personnes sont un peu réticentes. Hop, je vais arrêter de partager l'écran. Je sais que parfois, certaines personnes sont réticentes à l'idée de se mettre sur les réseaux sociaux. Mais si c'est juste vous mettre sur les réseaux sociaux pour faire de la veille, franchement, c'est un outil hyper puissant, mine de rien. Vous n'êtes pas obligé de partager votre vie si vous êtes pudique, et je peux le comprendre, il n'y a aucune honte à ça. Hop, j'ai juste l'impression que Catherine est partie. Ouais, elle a mis dans la conversation, elle a dit qu'elle devait partir. Ah, ok, d'accord. Alors, je comprends qu'on peut être, de toute façon, je verrai la vidéo. On peut être pudique sur le fait d'être sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, moi, je vous encourage quand même à l'être, rien que pour la puissance de l'outil quand c'est bien utilisé. Alors, il y a des petits trucs encore dont je voulais vous parler. C'est peut-être vous donner des inspi, mais ça, je vous les enverrai. Si peut-être que tout le monde a envie de reprendre sa soirée, donc je vous enverrai la vidéo. Je vous enverrai quelques influenceurs, notamment typo et photomontage, pour votre travail de mood board. Ça, vous pourrez voir un peu ce qu'ils font. Je vais vous envoyer. Certains proposent des process créatifs dans certains domaines. Par exemple, la typographie, quand je parle de process créatif, c'est comment ils réussissent à faire quelque chose. C'est toujours hyper intéressant de voir des vidéos de comment ils ont fait ça, même si on ne comprend pas toujours les outils. Au moins, ça permet de débloquer certaines étapes qu'on pourrait ne pas comprendre sur
sur certaines créas. Je vais essayer de vous montrer un truc. Alors là, j'ai un blanc sur le nom du mec. Rick, photomontage. Non, je vous laisserai chercher. Je ne vais pas vous dire. C'est trop facile. Je vous enverrai les inspi. On arrive à terme de cette première heure et demie. Est-ce que vous avez des questions? Je sais que j'ai dit plein de choses, j'ai beaucoup parlé. Il y avait des personnes pour qui c'était peut-être évident ce que j'ai dit, d'autres pas. N'hésitez pas à me faire vos retours. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur les choses qu'on a vues ensemble sur cette première session très théorique? Je vous rassure, la semaine prochaine, ce sera pratique. Si vous faites bien votre travail de benchmark, de moodboard. Je voulais Si vous savoir, faites... pour l'exercice là, que vous nous avez donné, pour les 10, Ouais. les 10 thèmes, comment on vous les envoie? Comment on vous les transmet? Eh ben ça, c'est une bonne question. En fait, Bah, on peut créer un compte Pinterest et on soit, met genre, en fait, tu fais un compte Pinterest et tu peux m'identifier dedans en partage, ou alors tu peux juste me faire une capture d'écran pour me montrer un petit peu les choses que tu as vues. La semaine prochaine, alors forcément, j'aurais du mal à être penché sur chaque moodboard de chaque personne. Là, c'est plus un travail que je vous propose et après, ce sera personnel. Mais l'idée, c'est que la semaine prochaine, enfin, pas la semaine prochaine, mais la dernière séance de ces inspi, on puisse recopier des choses et en fait, recopier à partir des techniques qu'on verra la semaine prochaine. Donc, du coup, je piocherai un petit peu dans 2-3 inspi que vous m'enverrez et en fait, je les décortiquerai avec vous pour mettre en lumière les outils qui ont été utilisés. Donc en fait, quand on arrivera au moment venu, je te dirai comment faire. En tout cas, si tu veux me montrer avant tes travaux, tu peux m'envoyer un petit mail et tu me mets soit une capture d'écran en me demandant des retours, soit tu me partages. Vous savez quoi, je vais vous mettre mon mail ici, hop, comme ça, parce qu'après, je ne sais pas, j'ai pas le vôtre à tous. Gmail.com. Catherine n'est pas en séance. Ok. Ah, moi, je suis en privé là. Attendez. Tout le monde. Ah non, je vais t'envoyer un message. Ah. Je peux pas faire juste un truc à tout le monde. Alors attendez. si, il faut que tu cliques sur un truc bleu, il y a sûrement un prénom et tu cliques sur tout le monde. Alors, paf. Ah mais non, je peux pas. Je peux pas envoyer à tout le monde. Attends. Envoyer à. Il n'y a pas de tout le monde. Ah si, tout le monde. Voilà. Je savais. Ça, c'est mon mail. Je vais vous mettre mon 06 86 08 88 69. Ça, c'est mon 06. Donc voilà. Dans les travaux que je vous ai fournis, beaucoup, bien sûr, ça va être du travail personnel. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer soit un petit WhatsApp. Je suis plus réactif sur WhatsApp. Soit évitez un mail parce qu'un mail, j'en ai trop. Mais en fait, moi, un WhatsApp avec une petite photo éventuellement. Une identification sur le Pinterest. Je vais vous envoyer mon compte Pinterest. Hop, en fait, c'est simple. C'est David Ben. Vous allez me trouver tout de suite sur Pinterest, en théorie. Vous pouvez partager hop, un tableau. Je vais vous montrer ça. Vous pouvez partager un tableau hop, comme ceci. Vous mettez sur Pinterest. Lequel, peu importe, on s'en fout, hop, institutionnel. Et vous pouvez faire ici la petite croix, partager, et vous pouvez inviter des collaborateurs. Donc vous tapez le nom. Moi, j'ai tapé mon propre nom du coup. Et ensuite, normalement, vous êtes censé me trouver. Moi, je ne me trouve pas parce que c'est moi, donc c'est logique. Mais voilà. Donc vous pouvez faire ça si vous voulez que je puisse voir. Hop là. J'ai juste accepté Faustine. Faustine, j'ai vu que tu étais partie pendant combien de temps? Bon, j'enverrai la vidéo de toute façon. Ouais. Partagez-moi vos Pinterest si ça vous va et si vous avez besoin de conseils dessus. Et puis pour la suite, vous pourrez m'envoyer le nom des influenceurs dans un WhatsApp ou dans un mail. Signez bien avec vos noms, prénoms, sinon je ne suis pas une rockstar, mais j'en ai quand même pas mal des messages. Tac, tac, tac. Et ensuite, pour le travail d'exercice, ce qu'on fera la prochaine fois, c'est qu'on piochera dans. Chacun, en fait, nous partagera une ILU. Et attends, non, parce que ça va prendre beaucoup de temps. Non, ce que vous pourrez faire, c'est m'envoyer, du coup, par mail, une ILU ou plusieurs que vous aurez sélectionnées.
et vous me la décortiquerez, vous m'envoyez tout ça par mail. Ça vous va? Trop cool. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, moi j'en ai une. Je crois que j'ai déjà posé en fait. Qui a déjà utilisé Photoshop? Vous m'avez déjà dit tout à l'heure. Vous l'avez au moins Photoshop? Qui l'a pas, lève la main. Bah alors, Pauline. Je crois que tu peux avoir une période d'essai free access gratuitement pendant 1 mois pour la prochaine fois si tu veux. Ah, cool. Ouais. Yes. Et puis voilà, est-ce que vous avez des questions? Yes, moi j'avais une question. Yes. J'ai déjà touché un peu Photoshop. Ouais. Ce que je trouve très compliqué, comme on parlait d'inspi, c'est soit de trouver une inspiration, soit d'avoir un truc en tête. Ouais. Et après, pour reproduire ou alors pour faire l'idée que tu as en tête, je Ouais. sais pas, à partir de. Enfin, comment tu fais pour reproduire un truc que tu as vu, sachant que tu n'as pas forcément. Ouais. Carrément, hein. Alors, attends. Je prends juste en note. Hop. Ce que tu as. Je sais vraiment pas écrire. En fait, ça va dépendre de plein de choses. La première chose, ça va être déjà ton niveau de base de Photoshop et ton niveau d'expérience. Parce qu'il faut que tu sois capable, après ça se développe toujours, mais il faut que tu sois capable d'identifier très rapidement ce que tu vois. Je vais vous faire un petit partage, on va faire un truc ensemble. Hop, partager l'écran. On va aller sur Behance, parce qu'avant j'avais des trucs sympas, et vu que tu fais de la musique, je vais essayer de te montrer des trucs dans la musique. Donc en fait, ton niveau va forcément induire ta capacité à deviner ce que tu vois. Tu vois, quand tu fais de la musique et que tu écoutes une chanson, si tu es un bon musicien, tu es capable de dire ah bah là le mec il fait un do, là il fait un fa, tu vois. Enfin tu sais à peu près savoir, tu peux reproduire ce qu'il fait. Ok. Moi qui suis pas un bon musicien, je suis pas capable de le faire, tu vois. Donc en fait c'est juste parce que j'ai manqué de pratique. Du coup cover musique, tac. Moi du coup quand je me mets, j'essaie de prendre un truc pas trop glauque et en même temps pas trop compliqué. Quand je me mets, je sais pas, c'est bizarre parce que tout est glauque en ce moment dans les créas qu'on voit. Voilà. Bon, ça c'est trop facile, je peux pas te proposer ça. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je peux te montrer? Bon, voilà. On va se mettre là-dessus. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Là, tu vas dire, oh, je ne sais pas comment il a réussi à faire là-bas les petites mouches, les petites imperfections sur le fond, je ne sais pas ce que c'est. En fait, moi, je suis capable de le dire parce que je sais ce que c'est, parce que je l'ai déjà vu, parce que je l'ai déjà expérimenté, tu vois. Donc, Ouais. du coup, je suis capable de dire que ça, c'est une texture. Donc, Ouais. c'est un travail de texture qui a été appliqué sur l'image et qui a été incrusté d'une certaine manière. Je suis capable de dire que là, il y a une typo qui a été faite à la main, qui a été détourée et incrustée, et puis après déformée et placée. Et je suis capable de dire que là, ça a été aussi fait à la main, c'est de l'illustration. Il y a peut-être du brush et des éléments graphiques qui ont été ajoutés. En fait, tout ça, tout ce que je vois, je suis capable de le dire parce qu'en fait, dans ma progression, je l'ai sûrement déjà fait pour d'autres choses. Et du coup, je sais ce que c'est. Nous, à notre niveau, on va être sur des choses peut-être plus simple. C'est vraiment glauque, mais ça m'avait l'air assez simple en termes de visuel. Ça, par exemple, Ouais. avant, on a vu les prémices du truc. En fait, c'est un fond, c'est des mains et c'est un masque, tu vois. Donc, en fait, une fois que tu auras vu l'outil qui permet de faire ça, en fait, tu seras capable de dire, à chaque fois que tu verras une lettre qui passe derrière un élément, tu seras capable de dire, ah bah ça, en fait, c'est un masque de fusion. C'est un masque que je vais mettre sur Photoshop qui permet d'effacer des zones de mon image. Donc du coup, pour répondre à ta question qui est comment reproduire ce que tu as vu, c'est avec la pratique, c'est avec l'expérience et c'est avec, à force d'avoir recopié des choses et d'être capable d'identifier très rapidement ce que tu vois. Tu vois, genre moi là, je me balade là-dessus, en 2 coups d'œil, je sais comment ont été faits les trucs, tu vois. Alors il y a des choses, je ne sais pas, hein, bien sûr, hein, quand c'est très technique, que ça mélange des techniques graphiques qui sont de l'ordre de la 3D, par exemple, il y en avait ici. Hop là. Genre ça, j'ai pas honte de dire que ça, je suis incapable de dire comment c'est fait. Ça, c'est de la conception 3D, ça, je sais le dire. Mais après, techniquement, ça, j'en suis incapable parce que je ne sais pas le faire.
Peut-être qu'un Mais jour je c'est- saurai, mais aujourd'hui je sais pas. Donc il faut avoir l'humilité de dire je sais pas et rabattre tes cartes un peu à la baisse pour te dire bon bah je vais faire des choses que je sais faire et peut-être qu'un jour j'aurai le kiff de me dire tiens j'ai envie de progresser dans tel domaine et tu vas forcément chercher à répondre à tes questions. Ici, on sait rien faire. Si on sait rien faire, bah, tu viens aux formations de Monsieur Benjamin Corbisiero et tu écoutes attentivement ce que je te dis. Non, en vrai, pour la petite histoire, moi j'ai commencé du coup il y a 10 ans. Je suis pas du tout un artiste par nature, je suis vraiment pas du tout un artiste. Et en fait, au départ, je commençais à faire des tutos sur des sites Photoshop à l'époque. C'était un peu à la mode. Et en fait, c'était tout le temps des trucs bien moches, mais techniquement, c'était pas mal, tu vois. Et du coup, en fait, à force de faire des trucs, bah, tu progresses. Et alors, le problème, c'est que souvent, on va faire des choses, mais qui sont pas forcément belles, et on va progresser, mais pas dans le bon sens, tu vois. Donc, c'est quand même bien de réussir à entretenir une bonne culture graphique avec des bonnes inspirations. Parce que c'est dommage de progresser sur des choses moches, je trouve. Après, la beauté est subjective. Mais bon, voilà. De toute façon, en fait, la création, la créativité, c'est un mix de plein de trucs. C'est un mix entre de l'inspiration, de la technique, et puis plein de notions extérieures comme le temps que j'ai, les ressources que j'ai, le matos. En vrai, le matos, on n'en parle pas assez, mais mine de rien, c'est hyper important. Moi, quand je vais faire de l'illustration, si j'ai pas mon iPad ou ma tablette, je peux pas inventer le truc, tu vois. Donc le matériel va forcément euh, comment dire, permettre une certaine qualité ou une certaine possibilité de rendu. La base c'est Photoshop, ordi, souris. Après le reste, on peut s'en passer au départ. Mais la souris, ça me semble, allez, trackpad, je peux accepter, mais pas trop. Non, en vrai, souris, je vous conseille d'avoir une souris pour tout ce qui va être détourage et tout, à la plume, quand on en fera. Si vous n'avez pas une souris, ça va être un peu, ça va être complicados. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je sais que je déborde, mais je suis bavard. Euh, le matos, forcément, ça va jouer. Alors oui, les ressources, bah, les ressources dont vous disposez. Ça, c'est vraiment les trucs un peu externes qui viennent donner du plus ou pas. Euh, tac, tac, tac. Après, si vous êtes chaud aussi dans l'avenir, bon là, je parle à moi-même et en même temps à vous. Euh, ça va être souvent acheter des packs additionnels. Par exemple, si vous voulez acheter des packs de texture, si vous allez mettre de la texture, c'est une espèce de matière, on va dire, sur vos créas. Moi, j'achète tout le temps, j'achète plein de packs. Ça me coûte une fortune à l'année, mais bon, j'en utilise tout le temps, donc tant pis. Mais des packs, ça va être des éléments en fait que vous allez pouvoir utiliser. Bref, il y a plein de choses qu'on peut mettre, mixer pour après faire des choses de plus en plus chouettes. Donc voilà. Est-ce qu'on peut tout faire avec Photoshop? Ou alors, par exemple, on est obligé d'avoir Illustrator pour faire du vectoriel? Parce que, par exemple, moi, j'ai que le crack pour l'instant de Photoshop, mais j'ai pas les autres trucs. Et du coup, c'est super chiant de trouver les cracks. Ouais, ouais. Pas d'argent. Euh, Tu peux faire beaucoup de choses avec Photoshop. Tu peux vraiment t'en sortir. C'est juste qu'au bout d'un moment, tu vas être quand même pas mal. En fait, tu vas perdre du temps. En fait, ce qu'il faut te dire, c'est que tu peux enfoncer un clou avec une truelle, tu vois. Si tu tapes très fort, ça va rentrer au bout d'un moment. Mais l'outil, il n'est pas fait pour. Et si tu avais un marteau, tu irais 2 fois plus vite, 100 fois plus vite. Mais en fait, Photoshop et les autres logiciels, c'est pareil. Tu peux faire tout ce que tu veux avec Photoshop. Et c'est ça l'avantage de Photoshop, c'est que tu peux vraiment faire tout ce que tu veux avec Photoshop, ce qui n'est pas le cas des autres logiciels. Mais par contre, tu vas perdre du temps. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une démarche de progression, de développement, tu n'as pas forcément les moyens, les ressources financières pour aller plus loin sur les autres. Et c'est pas grave, tu vois, il faut savoir faire aussi avec ce qu'on a. Euh, mais le jour où tu voudras, je sais pas, te professionnaliser là-dedans, tu connais, je sais pas, tu seras freelance, tu feras un peu d'argent avec ça et que tu pourras permettre d'acheter plus, à ce moment-là, tu passeras le cap. C'est comme quand tu as une famille de 5 enfants et que tu roules en 206, au bout d'un moment, tu fais un sixième enfant, il faut que tu achètes une plus grosse voiture, tu vois. Il rentrerait l'enfant dans le coffre. Et si tu n'as pas du kangou, tu vois, ça va être problématique.
J'aime bien les métaphores en vrai. J'aime trop en utiliser. Dans ma tête, il y a plein d'images, donc du coup, je trouve ça intéressant. Mais ouais, du coup, pour te répondre, si tu veux faire des logos, tu peux les faire sur Photoshop. Il y a un outil de vectorisation. Il n'est pas ouf. Il est même carrément chiant pour être honnête. Mais bon, ça fonctionne. Et ce qui est cool, c'est que par contre, tu peux importer des éléments vectoriels. Par exemple, si quelqu'un te file un logo dans un format vectoriel, tu peux l'importer sur Photoshop et tu l'auras en vectoriel quand même. Donc ça, c'est pas mal. Ok. Mais on verra ça quand on sera dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui est-ce que j'ai pas entendu aujourd'hui? Christelle, je ne t'ai pas entendu. Laura Aina, pas non plus. En fait, j'ai entendu juste Clément et un petit peu Catherine et un petit peu mes copains de l'école Pierre. Mais sinon, est-ce que vous avez des questions? Sinon, je vous dis à la prochaine fois. Cool. Et travaillez bien. Passez une très belle soirée. Je suis très content de commencer cette petite formation avec vous. Et j'espère qu'on va faire plein de belles choses ensemble. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, si vous voulez approfondir certains domaines. Je suis dispo jusqu'à 22 h en soirée et le week-end, pas du tout. Ah, je plaisante. Merci. Cool, merci beaucoup. Ouais, Je vous envoie la merci, vidéo tout de Daniel. suite après. Ah oui, ah non, c'est bon, j'ai rien dit. Je vous enverrai la vidéo par Hortense. Bye bye, bonne soirée. Ouais. Bye. Salut. Ciao. Bye.